Bon. Je vais m'effondre. Hey, on est beaucoup autour de la table. Il y a même des oui. gens qui n'ont pas de micro, mais on ne le dira pas. Ouais. Godefroy Lorando. Bel effort, Fred. Je sais. Vous voulez qu'on vous appelle Godefroy? J'aimerais beaucoup. Bon, Ouais. OK. Alors, mais mon réflexe, c'est ça, c'est de dire Godefroy. Oui. Vous arrivez de la radio? Ben oui. Vous êtes rendu Je à... suis multimédia, Ben oui. multiplateforme. Est-ce que c'est la première fois que vous enregistrez les deux segments? Oui, La même un journée? après l'autre. C'est trop. C'est fou, hein? Ben, considérant que je travaille, j'ai un autre travail. Ah, oui, mais c'est votre journée de congé. Mais je les dis. deux sont intéressants. Hein? Je suis Oui. très content de travailler aux deux. Je remercie tous les gens qui me donnent des micros. Oui! Ouais. Les deux personnes. Oui. C'est assez. Oui. On ne sera pas tous les deux aujourd'hui. Il y a Ben, plein de gens. Claire Ross, bonjour. Salut. Première fois qu'on vous entend à la balado. Je pense que oui. Mais nous, on s'est parlé à l'Iris. Oui, mais 25. c'était backstage de la balado. C'était off the record. Et à l'époque, vous étiez chez Pivot. Oui, je suis parti... ça fait un mois, là, aujourd'hui, que j'ai commencé à la Revue Liberté. C'est ça, vous êtes rendu co-directrice. Valérie, est-ce que Valérie est encore là? Valérie est encore là, heureusement. Elle veut plus venir à la balado. Hein. C'est pas qu'elle veut plus venir, c'est qu'elle veut que ce soit moi qui y aille. Je comprends. C'est parce que, tu vas voir, je suis vraiment bonne. Ben oui, Fait que je c'est sais. à cause de ça. Puis on avait fait le tour un peu de Valérie, non, c'est pas vrai. On va parler du numéro 350. Le numéro 350, Brèche antifasciste 2. Ouais. C'est Personne ne lâche la main de personne en sous-titre. C'est joli, ça. C'est une phrase qui est émergée au Brésil en réponse au gouvernement de Bolsonaro, là, un espèce de slogan de solidarité, mais je pourrais en reparler tout à l'heure. Mais c'est ça, c'est notre deuxième numéro antifasciste parce qu'on avait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Oui, effectivement. Bien qu'à un moment donné, j'étais tanné à un moment donné. Des fois, après 2 numéros, on a l'impression qu'on... Ah, mais c'est pas de votre faute, c'est en général. Ben, c'est ça. Il y a beaucoup de gens, là. Puis à un moment donné, OK, là, il va falloir passer à la prochaine étape au lieu de dire que ça s'en vient. Voilà. Et on a aussi une nouvelle personne autour de la table. Louis Couillard, bonjour. Bonjour. De Greenpeace. Non, Équiterre. Non, c'est pas vrai. J'avais écrit Équiterre. Ça, rire de Fred, ça se fait pas, ça. Oui, ça se fait. C'est juste que ça peut être long. Mais quand vous êtes arrivé, je disais « Ah! Les gens d'Équiterre! » Là, vous avez été un peu choqués. Il y a comme des tensions hein, dans le mouvement écologiste. Des grosses tensions. Non, c'est pas vrai. On salue nos amis d'Équiterre. Vous m'avez écrit parce que vous m'avez dit « Hey, Marine Vest. » On le prononce comme ça? Tu le prononces. Mais on peut aussi dire Marin Vest. Okay. Étant donné que la compagnie n'a jamais parlé publiquement avec un micro, on sait pas trop. Est-ce que vous savez c'est quoi? Je pense que ça vaut la peine. Les médias en parlent pas beaucoup. J'ai fait « Ah, mon Dieu, ça c'est intéressant. » En plus, vous m'avez écrit. Donc, vous avez fait le travail que j'ai plus le temps de faire, c'est-à-dire démarcher pour entendre des nouvelles personnes. Alors, très heureux que vous soyez là. Puis là, c'était pas prévu, mais là, Godefroy est là et ça va s'imbriquer. Absolument. Affaires, moi, j'avais prévu, j'avais une entrevue avec un maraîcher. Et puis, j'étais totalement sur autre chose. Puis quand j'ai vu que vous étiez ici, j'ai dit « Ah, tiens, c'est le temps d'aller chercher mon entrevue que j'ai faite avec le CQDE, dont je vais vous parler tantôt. » Oui! Pour vous parler du PL5. Vous allez voir, il y a pas mal de liens à faire entre Marinvest et le PL5. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même... C'est cryptique, tout ça. Ah, cryptique! Ouais. Mon Dieu, j'aime ça. Avant d'aller plus loin, je veux revenir sur la chronique de Jean-François Lisée de cette semaine, parce que j'ai peur. Il a parlé d'entrisme des frères musulmans dans le gouvernement fédéral. Il y a des sources mystérieuses et policières. C'est écrit comme ça. Il y a des sources policières qui lui ont dit que la police ne peut pas trop enquêter sur les frères musulmans, mais ils sont vraiment partout parce que les islams votent à 65% pour le Parti libéral du Canada. Alors, ils ont comme une directive de ne pas parler de ça. Ça me semble être un article fouillé là, avec beaucoup d'appui C'était dans solide. le Devoir. Mais c'est vrai qu'ils sont partout. Moi, ils m'ont approché pour que j'ai une Kalachnikov dans ma burqa. Oui! On se rappelle, Jean-François Lisée avec ça. J'ai refusé simplement parce qu'il n'y avait pas de place dans ma burqa. Non, voilà. J'ai déjà plein d'affaires à amener au travail. Votre burqa de chair. Oui! Ah! D'où Jésus. Mais là, je veux savoir donc, est-ce qu'il y a un frère musulman autour de la table? Est-ce que Godefroy, c'est vous le frère musulman? Non, Ok. non. Je suis le frère Lorando Ah, mais c'est quelque de mes chose. deux sœurs. Je veux quand même en revenir là-dessus parce que la semaine dernière... C'est dégueu ce que vous venez de dire, Fred. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Il a écrit ça pour vrai? Ben oui! Oh. Ça fait 2 chroniques qu'il fait sur les islams qui sont partout. Et c'est pratique d'avoir un conseiller spécial du Parti québécois, chroniqueur au Devoir, parce que quand PSPP, il va d'une théorie du complot devant un groupe sioniste, comme il a fait la semaine dernière, parce que c'est lui qui a commencé le bal en disant que le frérisme a ses entrées au gouvernement fédéral et c'est un plan pour, évidemment, nous faire disparaître. Évidemment, ça a l'air d'une théorie du complot. Et là, la semaine suivante, le conseiller de PSPP vient faire une chronique pour dire non, c'est pas un complot,
C'est vrai? J'ai des sources mystérieuses qui m'ont dit que c'est vrai. Alors, je trouve ça vraiment... je trouve ça extraordinaire. Ouais, c'est curieux. Voilà. Alors, je voulais quand même être sûr qu'il n'y a pas de frérisme autour de la table. Cela dit, là, ça commence à parler de natalité au Parti québécois. Ça, je l'avais prédit cet automne. Moi, c'était sur ma carte de bingo que c'était le prochain sujet difficile. Donc, 2044, normalement, les bébés de l'an prochain, blancs catholiques, vont naître et ils vont être prêts pour voter oui pour l'indépendance en 2044. Je tiens à dire que j'ai le droit de parler de ces sujets-là parce que j'attends un troisième enfant cet été. Parce que contrairement à Mathieu Bock-Côté et Étienne Alexandre Bourgard, moi, je fais des enfants. Je dis pas aux autres de faire des enfants. Moi, je fais des enfants. Moi aussi. Bon, combien, Louis? 2. Bravo! Mais moi, quand j'ai tourné le dos aux frères musulmans après qu'ils m'aient demandé de traîner ma Kalachnikov, je suis allé voir le Parti québécois. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour la nation PSPP? Il m'a dit de faire des enfants, donc j'essaye ardemment de tomber enceinte depuis ce temps-là. Ça fonctionne pas pour le moment, mais Patience. Ça m'empêche pas d'essayer. Patience. L'important, c'est d'essayer. Oui, dans ce cas-là, l'important, c'est vraiment d'essayer. Oui, voilà. C'est très amusant d'essayer. Mais je veux quand même qu'on finisse cette petite intro sur une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez vu l'article sur l'état du vélo au Québec? L'espèce de rapport de Vélo-Québec. C'est sorti ce matin ou hier, je pense. Non, je suis toujours en retard de au moins 24 heures dans mon journal. Vous êtes abonné au Devoir. Papier. Oui, à cause de votre grand-père. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. À cause de mon compost aussi. C'est pratique d'avoir du journal. Mais Godefroy est le petit-fils d'André Laurando, donc est obligé de le voir. Grand-père qui est dans le compost, donc d'où le journal. Oui, c'est ça. Je comprends. C'est ça, Godefroy. Vélo-Québec a déposé l'état du vélo 2025 et plus de 2,7 millions de Québécois ont pédalé pour se rendre au travail, à l'école, chez des amis, au supermarché. En 2025, c'est une hausse de 28 %. C'est ça qui compte. C'est la hausse. Oui, voilà. Et c'est drôle parce que dans le Devoir, j'ai lu... tous les médias en ont parlé, mais dans le Devoir, il disait l'article commence par « Le vélo s'impose comme un moyen de transport plutôt que d'être un simple loisir du dimanche. » Voilà. Un peu comme vous, des gens qui sont très en retard sur l'actualité. Ouais. Ça fait un crise de bout que le vélo n'est plus un loisir du dimanche. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis je suis content que les médias en parle, cela dit, parce que ça va peut-être changer un peu les mentalités qui sont, entre autres, chez Ensemble Montréal, encore une fois, très, très car brain. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, puis là, prenez des notes pour la suite, parce que c'est très drôle. L'administration Martinez-Ferrada ne prononce plus le mot vélo. Et là, sur Blue Sky, on s'amuse beaucoup à retracer les publications officielles de l'administration de la mairesse parce qu'ils ne disent plus le mot vélo. Est-ce qu'ils disent cocktail transport? Oui, ou mobilité. Parce que là, pour commenter le rapport de Vélo-Québec, ils ont dit « Ah, on est content, on a toujours su que Montréal était une ville de mobilité. » Ils ne disent plus le mot vélo. Et il n'y a pas si longtemps, vous vous rappelez peut-être que Soraya Martinez-Ferrada a fait une publication pour annoncer en fait que les championnats du monde de cyclisme sur route allaient venir à Montréal. C'est un gros événement. On parle de 500 000 touristes qui vont venir assister aux courses. C'est maintenant un championnat de mobilité? Non, mais attendez. Pour vrai, je vais vous lire sa publication. Montréal accueillera les championnats du monde route Lucie. UCI, qui est le... Je me rappelle plus de l'acronyme. Là. Union cycliste internationale, voilà. sûrement. Merci, Claire. Du 20 au 27 septembre, ouais, c'est ça. C'est avec grande fierté que notre ville sera le théâtre de cet événement sportif d'envergure mondiale, le plus important à Montréal depuis les Jeux olympiques d'été. Là, il faut dire que c'est une ancienne ministre du Tourisme. Alors, elle aime ça. Le bling-bling des événements internationaux. Près de 1000 athlètes provenant de plus de 80 pays seront réunis chez nous, générant des retombées économiques de 75 millions. Montréal a toujours été une ville de sport. Et avec cet événement de renommée mondiale, nous réaffirmons cette fierté et faisons rayonner Montréal sur la scène internationale. Wow. Il n'y a pas le mot vélo. Faut pas dire, parce que les électeurs d'Ensemble Montréal sont extrêmement fragiles. C'est des gens qui roulent en voiture, puis on sait comment c'est pas facile de rouler en voiture. Il y a un stress énorme à être enfermé dans sa petite bulle. Mais t'as toujours peur de frapper un cycliste, tu sais? Non, c'est ça. Non, t'as pas peur de frapper un cycliste, c'est ça le problème. T'as peur de le manquer. J'aimerais me dissocier de tout ce qui se raconte ici. Là. C'est une mauvaise foi là, terrible. Mais pour vrai, remarquez à l'avenir, les gens d'Ensemble Montréal ne disent plus le mot vélo. Et vous savez que la mention du rêve est disparue de toute la documentation de la ville de Montréal. Maintenant, on ne parle plus du réseau Express Vélo. Alors, ça va être vraiment difficile de continuer à reculer en 1995 pour cette administration, mais on va voir. Moi, on me fait penser un peu à Denis Coderre, mais venu d'ailleurs.
C'est un peu comment je vois cette madame. On va voir si elle est encore capable de parler puis de mâcher de la gomme en même temps ou quelque chose de même. Je déteste tellement cette expression. Bon, allez, c'est parti. Bon, trêve de... Bisounerie? De bisounerie. J'aime ça, c'est relax aujourd'hui. Pas mal, oui. Ça me rappelle la pré-pandémie. Pré-pandémie. Alors, on va parler du numéro Liberté, le numéro 350, Claire Ross. Mais là, pourquoi? Pourquoi ce départ de Pivot? Vous avez publié une lettre dans l'infolettre. Et je suis curieux de voir, en fait, pourquoi, qu'est-ce qui vous a attiré? Est-ce que ça va mal chez Pivot? Est-ce qu'on vous déteste chez Pivot? Ben écoute, peut-être qu'ils me détestent. Moi, j'ai pas eu les échos de ça, mais il faudrait leur demander. Peut-être des sources mystérieuses pourraient vous dire. Là. Mais donc, mais pourquoi? Ben moi, c'était plus personnel. Là. Ça fait 5 ans là, que j'ai participé au lancement de Pivot puis que j'ai travaillé là-bas. Puis ça allait vraiment bien. En fait, Pivot est rendu que ça fonctionne bien, les processus sont en place, la ligne éditoriale, l'équipe, tout ça. Puis j'avais l'impression que moi, c'est ça que j'avais le plus envie de faire, mais je me voyais pas continuer au jour le jour. Rapporter des mauvaises nouvelles à vitesse grand V, ça me fait que là, me rapprocher de la littérature, du temps moyen, de la lenteur, ça me faisait plaisir avec Liberté. Puis, je pense qu'on peut le dire, il y a quand même un certain prestige aussi de joindre une revue qui a traversé les décennies. Puis vous l'expliquez bien dans votre texte que Liberté est aussi témoin des sensibilités qui changent et c'est pas une ligne continue. Non, la position éditoriale de Liberté. Puis ça, évidemment, tous les magazines et toutes les revues essaient de s'adapter, se transforment, mais je pense que chez Liberté, c'est quand même intéressant de voir ces ruptures-là, en fait, qui sont tout à fait dans l'air du temps, et en même temps, et normal. Ben oui, c'est ça. C'est une revue. Quand une revue existe depuis 67 ans comme Liberté, c'est normal qu'il y a différentes époques qui correspondent aux différentes époques du Québec. Les sensibilités, ouais. T'sais, autant au départ, on était dans la Révolution tranquille, on essayait de créer la littérature canadienne-française, on disait à l'époque. Puis bon, depuis peut-être une vingtaine d'années, on est plus dans la lutte contre le néolibéralisme et autres esprits mortifères qui règnent sur la planète. Là. OK, on va parler donc de ce numéro-là, Brève antifasciste. C'est le deuxième, donc il y a tant à dire sur... Je fais des blagues. Je fais mon niaiseux un peu. Là. Il y a surtout, tu l'as dit tantôt, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont publiées ces temps-ci là, sur l'antifascisme. Là. Il y a 2 livres chez Éco-Société. Ababor aussi nous fait un numéro. On a fait notre lancement ensemble d'ailleurs. Puis il y a quand même quelque chose qu'on a essayé de faire à Liberté pour se différencier du reste. Là, pas pour dire le reste c'est pas bon, mais pour dire c'est quoi que nous on a apporté à ce moulin-là. Puis c'est sûr que Liberté, c'est une revue littéraire, donc il y a une approche sensible, où on est plus dans le vécu, dans le rapport à ça, que dans une espèce de conceptualisation abstraite. Exact, c'est ça. Fait que c'est ça. Il y a aussi quelque chose où c'est centré plus sur nous que sur eux, plutôt que de dire qu'est-ce que c'est le fascisme. C'est nous, qu'est-ce qu'on est face à ça. C'est intéressant, ça. Ça essaie de susciter des émotions aussi comme dossier, de révolte, d'inciter à l'action, de la solidarité aussi. C'est ça. Souvent, quand on parle d'antifascisme, on a une description critique, mais puis on nous dit qu'on va parler des avenues de résistance. Puis finalement, c'est la dernière question dans le panel qui est abordée vraiment rapidement avant la période de questions puis les petits sandwichs. Fait que, on avait envie de se centrer un peu plus sur cette posture-là de résistance que sur la chose elle-même. Et je pense que c'est assez éloquent quand on pense au reportage de Valérie Lefebvre-Fauché, qui est allée visiter les blocages forestiers en territoire autochtone. Un texte qui s'appelle « Aimer les gens qui aiment la forêt », qui est un texte vraiment incroyable. Il y a un passage, entre autres, qui est extraordinaire. Je vais peut-être le rajouter tantôt, quand vous serez partis. Je l'ai enregistré. Là. C'est un témoignage, je pense, de Jean-Paul Echaquan, qui explique la déforestation là, concrètement. Et on voit la chaîne, les orignaux, les ours, pourquoi ça nuit à leur progéniture, puis pourquoi ça nous nuit au final. Et Valérie dit, j'ai entendu ça, c'est autour du feu le soir. C'est vraiment un très beau texte. Ce qui est fou avec ce texte-là, c'est que c'est même pas un texte du dossier. Il y a plusieurs textes qui ne font pas partie du dossier, parce que c'est ça, l'angle de ce deuxième dossier-là, antifasciste, c'est vraiment, personne ne lâche la main de personne, c'est vraiment la solidarité. Essayer d'explorer cet affect-là, cette disposition-là, qu'est la solidarité. Puis il y a plusieurs textes hors dossier
la chronique de Kev Lambert, le texte de Jean-Philippe Martel sur l'UNEC, la syndicalisation des auteurs, le texte de Valérie, qui finalement nous parle aussi de solidarité de manière directe ou indirecte. Puis le texte de Valérie, ce qui est vraiment fort, c'est que elle se met en scène. Elle ne fait pas juste nous dire ce qu'elle a appris. C'est un reportage terrain, carrément. C'est ça, elle se met en scène en train d'apprendre, en train de découvrir. Puis ça, c'est une disposition fondamentale pour moi à la solidarité. C'est pas juste de dire voici ce que j'ai appris sur les Autochtones quand je suis allé dans la forêt. C'est de dire voici comment on se dispose à apprendre. Voici comment on se confronte à sa propre ignorance, à son propre désir de rencontrer l'autre aussi. Je lis l'extrait, je vais le lire, OK? Let's go. Nous, on vit la forêt. On voit les impacts de la déforestation. Ils sont déjà là. Il y a moins d'ours, moins d'orignaux, moins d'animaux. Et il faut être attentif à l'ensemble, regarder toute la chaîne animale, les petits et les gros. Chaque animal avait une fonction spécifique pour l'écosystème et pour sa régénération. Le cheptel d'orignaux a diminué parce que la forêt est plus petite. Il faut une forêt dense pour sa période de gestation. Il y a besoin d'un arbuste spécifique et aussi d'une bonne densité pour protéger le bébé du froid et des intempéries. Mais la forêt est dévastée dans certains secteurs. L'ours, lui, doit trouver son terrier et rester là l'hiver. Quand il a fini sa période de rut, la femelle doit s'abriter dans une tanière. Les forestiers, quand ils passent, ils ne s'occupent pas de ces choses-là. Les branches cassées, les troncs griffés, c'est signes qui veulent dire que c'est chez l'ours. Ils ne tiennent pas compte de ça et écrasent tout, même la femelle en gestation. Ou alors, ils détruisent l'entrée de la tanière et l'ours ne peut plus sortir. Au printemps, il y a moins de petits. L'orignal mâle, il s'oriente avec la forêt, avec les arbres. Quand il voit un arbre assez haut, il en fait son point de repère. Aujourd'hui, quand il doit bouger, parce qu'il s'alimente de plantes aquatiques et qu'il veut boire, l'environnement y est changé. Alors, il ne trouve plus son sentier. Il meurt de faim. Les animaux ont aussi une maladie, une tique. Au printemps, l'orignal peut aller visiter les endroits pleins d'arbustes pour s'en nettoyer. Les tiques tombent sur le sol et les petits animaux mangent ça. Mais là, il y a de plus en plus de tiques et de moins en moins de variétés d'arbustes. Même les humains attrapent des sortes de tiques aujourd'hui. Ça leur donne des maladies, c'est déréglé. Et les arbres ont besoin des autres arbres pour se tenir ensemble. Sinon, ça les rend fragiles. Chaque arbre a son champignon et il y a une vie sous la terre qu'on ne voit pas. Tout est lié. Alors, tout s'appauvrit. Juste ça, là, je comprends immédiatement le problème, puis je comprends les jobs, je comprends les villages, mais ça, là, ça ne nous fera pas manger dans 40 ans. Une des choses que Valérie retire, je pense, de ce séjour-là sur le terrain, c'est que c'est pas juste une question de protéger des arbres ou de protéger un territoire de chasse, c'est vraiment un monde où les tiques, les ours, les êtres humains, les plantes, tout ça sont ensemble, puis les êtres humains font partie de ce monde-là. On n'est pas à part de ça. Non. Puis c'est d'ailleurs une des choses qui ressort, les gens qui vont sur les campements, Valérie la première, vont nous dire que c'est pas juste un lieu de résistance, c'est aussi un lieu de transmission où on découvre un univers, un mode de vie. Puis pour les jeunes autochtones qui vont là aussi, c'est un lieu de transmission vraiment précieux. Je vais parler du texte de Kev Lambert parce qu'on a un projet avec Kev Lambert, mais là c'est compliqué parce que c'est rendu... c'était déjà... ça va bien ces affaires. Il ça va bien. Beaucoup. Ouais, un voyage de par la terre. Pour son dernier livre, entre autres. Mais on s'est parlé, puis Kev aimerait ça qu'on revienne sur ses textes dans un contexte de chronique à la balado, qu'on les approfondisse, entre autres ses essais, parce que c'est des essais dans Liberté. Alors, je ne veux pas parler du texte, parce que c'est sûr qu'on va y revenir avec elle quand... peut-être pas cette année, je pense que ça va être la prochaine saison, mais c'est sûr que je pense que ça va être des bons segments. Ça devrait, oui. Je vais parler de la chronique de Dalila Awada, son écart en titre de parler d'islamophobie. Puis c'est aussi un texte assez coup de poing. On sent un certain... pas un cynisme, on a l'impression qu'au début, elle n'est pas sérieuse. Mais on comprend en fait que la partie n'est pas perdue parce qu'elle le dit à la fin, puis je ne vais pas tout dévoiler. Mais on se rend compte des reculs par rapport à ces questions-là, avec le climat ambiant. Puis elle est la première à en témoigner. Ben c'est ça, ce qu'elle nous dit dans son texte. Le texte s'appelle Ne plus parler d'islamophobie, là, ou quelque chose de similaire à ça. Je ne parlerai plus d'islamophobie. Voilà. Puis là, elle nous déclare ça, elle nous explique qu'elle est écœurée de devoir faire ça, que ça lui vole son temps. Tu sais, non seulement l'islamophobie la frappe de plein fouet, mais en plus, elle doit consacrer le temps qui lui appartient à ça, donc il lui appartient plus. C'est d'être réduite à ça aussi. Ça fait depuis 2001 qu'elle nous dit qu'elle est... une islam, comme tu dirais si bien. Les islams. Elle est une des islams. Puis qu'elle a essayé depuis 25 ans de se tromper ça, puis que ça continue, puis que ça empire.
Puis là, vient toute la question de face à ça. Est-ce qu'on s'écœure? Est-ce qu'on se fatigue? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on tourne le regard? Est-ce qu'on file le fardeau à d'autres? Peut-être à d'autres générations, je sais pas. Je vous dis pas où est-ce qu'elle en arrive exactement comme conclusion, mais il faut lire le texte. Encore une fois, il y a une question de... Oui, elle va nous parler de la situation de l'islamophobie, mais elle va nous parler de comment on se sent par rapport à ça, puis on va pouvoir se mettre dans sa peau, parce qu'on a... En tout cas, on a toutes des luttes qu'on mène qui nous viennent nous chercher dans la peau. Puis, ben, c'est ça. Ça nous plonge là-dedans, puis ça nous aide à vivre ça avec elle. Je vais parler du texte de Marie-Hélène Voyer, qui a hors dossier aussi, là, qui est un texte écœurant sur les âmes de la Bardot, qui est décédée il n'y a pas si longtemps. Dieu et son âme, ou pas. Ça commence avec une anecdote sur des ânes sauvées de Gaza. Grâce à une fondation, et ces ânes-là vont aller vivre une vie plus heureuse en Israël. Et là, Marie-Hélène Voyer décrit tout ce qu'était Brigitte Bardot, qui, on va se le dire, tout à fait poliment, est un esti. Ben, c'est pas très gentil pour les... Non, mais c'est ça, c'est la Fondation Brigitte Bardot qui a sauvé des âmes. Je m'excuse, là. Tu peux pas dire ça et t'excuser après. Tu peux pas. Too soon. C'est pas possible. Non, mais pas vrai. Quel être... je dirais pas un là, mais... Mais le texte explore cette espèce de contradiction-là, puis il fait vraiment pas de morale là-dessus. Moi, j'en retire pas une leçon ou quelque chose, mais... C'est-à-dire que l'évidence du fait que cette personne-là déteste les êtres humains, là, c'est-à-dire qu'elle soutient le Front National. Oui, c'est ça. Certains êtres humains. Ouais, c'est ça. Les êtres humains qui sont pas comme elle. Les islams. Les maudites féministes, tout ça. Parce qu'elle, s'en est sortie. Fait que tout va bien. Alors qu'en fait, c'est sûrement une manière de gérer le trauma. Là, Bref. Puis de l'autre côté, elle se consacre à sauver les animaux. Ouais. Elle aime les... Tu sais, elle est végétarienne ou je ne sais trop. Ouais. Fait qu'il y a cette espèce... Comment est-ce qu'on peut être aussi sensible envers la nature, mais pas les êtres humains? Et il y a plein d'exemples de paroles qu'elle a dites. Elle était amie avec Jean-Marie Le Pen. Oui, c'est ça. C'est un personnage affreux, là. Ah, affreux. Vraiment, vraiment. Un texte qui vous a marqué, c'est celui de Michel Lavoie. Ouais, ça, c'est dans le dossier. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, on est à part peut-être avec le texte sur Brigitte Bardot, on est dans cet esprit-là de solidarité. Mais le texte de Michel Lavoie, dans le dossier... c'est vraiment intéressant. Michel Lavoie, que vous connaissez, c'est peut-être en tout cas, c'est une militante écologiste qui a fait partie des gens qui ont été arrêtés lors de l'escalade du pont Jacques-Cartier, puis qui ont été incarcérés pendant longtemps, plusieurs... C'est des gens qui bloquent le trafic. C'est ça, exactement. Pour les traitements d'oncologie des c'est des bloquistes, comme on dit. Ça, c'est drôle. Puis... C'est ça. Donc, elle a fait partie des gens qui ont été arrêtés, qui ont été incarcérés. Elle, contrairement aux deux autres, là, eux, ils étaient grimpeurs. Elle, non. Elle a été incarcérée à la prison Leclerc, qui est une prison... pas prison Leclerc, c'est ça? Centre de détention? Ouais, la prison pour femmes. Voyons, je me mélange dans mes noms, en tout cas. Bon. Bref, je suis mélangé avec... Vous savez que je vais corriger au montage? Je pense que c'est Lietteville. Mais pour vrai, non, je le corrigerai pas au montage. Attendez, je vais le trouver. Non, je vais corriger. J'ai plus mon crayon. Ah, j'ai plus mon crayon, alors je pourrais pas le corriger au montage. C'est pas vrai. Je suis un peu taquin aujourd'hui. Oui, vous êtes dissipé, Fred. Ouais. C'est correct, moi aussi. Effectivement, c'est la prison Leclerc. On dit ça comme ça, prison Leclerc? L'établissement de détention Leclerc de Laval. Voilà. Donc, bref. Une maison de répit. Ouais, exactement. Comme on dirait à la presse quand on parle des baisses d'impôts. Un répit. Donc, elle a été amenée à la prison Leclerc, qui est une des pires prisons au Canada, qui est une prison dans laquelle les conditions sont atroces. Puis là, il y a eu beaucoup de solidarité envers les militantes écologistes qui ont été arrêtés. Ça n'a pas de bon sens. Voyons donc, ils ont quand même rien que fait monter. Puis là, il y a eu une espèce de truc de eux autres, ils ne méritent pas la prison. Mais Michel, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est pas de même ça marche. Elle, quand elle est rentrée dans la prison, qu'elle l'a vécu dans son corps, elle a vécu l'atrocité de la prison, pas pour elle, mais l'atrocité de la prison en soi. Ouais. Elle dit, la prison, grosso modo, là, ça peut survivre comme institution simplement parce qu'on n'en est pas témoin. Parce que quand on en est témoin, l'horreur de cette chose-là, la violence, la déshumanisation est tellement intense que l'évidence d'abolir cette institution-là, de cesser de miser là-dessus pour régler les injustices, alors qu'en fait, ça fait simplement les aggraver, ben, ça s'impose là, au corps. Puis elle dit aussi qu'elle a rencontré ces femmes-là, puis elle leur a fait la promesse de témoigner de ça. Puis ce texte-là, c'est un de ces témoignages-là qu'elle nous offre.
elle nous parle de ces femmes-là, elle nous parle de l'horreur des conditions, mais aussi comme Valérie qui va sur le terrain puis qui nous parle de son apprentissage. Michel nous parle de son apprentissage parce que c'est essentiel de dire non, je suis pas juste en train de vous dire que la prison, c'est ci puis c'est ça. Je suis en train de vous dire, voyons donc qu'on ne sait pas ça, voyons donc qu'on ignore ça parce que c'est... Il y a une phrase qui dit, là, il faudrait que je la retrouve, elle dit « La prison s'est imposée à moi comme le point de chute de toutes les injustices. » Tous les groupes qui sont marginalisés, c'est ceux-là qui sont davantage incarcérés. Fait qu'on est en train d'essayer de régler... pas la loi. Ouais, j'avoue que j'avais pas vu ça comme ça. En tout cas, parles, là? Non, mais j'essaie d'être... on me reproche souvent d'être trop à gauche. J'essaie d'être un peu plus centriste. Alors, voilà, mais continuez. Là, comme tout bon centriste, je pense pas vraiment ce que je dis. Là, c'est juste c'est parfait. Ben écoute, je sais, j'ai déjà été journaliste. Ça aussi, c'est drôle. Fait que c'est ça, elle nous parle de cette infrastructure répressive-là, puis elle nous plonge dans l'élan de solidarité. Elle nous parle de comment elle sent aussi quand elle sort de la prison, de son devoir de témoigner, de son incapacité d'oublier ça, la difficulté qu'elle a à trouver les mots pour dire ça parce que c'est trop. C'est trop pour le corps, c'est trop pour l'esprit, c'est d'une atrocité sans nom, finalement. Je veux qu'on parle aussi du texte de Paul Amarani. Ouais. Que je salue parce que c'est un auditeur de la balado. Je savais pas qu'il est dans le numéro. Un texte hallucinant. C'est un magnifique texte. Qui a été d'abord écrit pour être déclamé. Ouais. Je pense dans une soirée de théâtre. Au Théâtre de Katsu à l'été 2025. Voilà. Et lui, donc, sa famille est d'origine arménienne. Mais Paul raconte l'histoire de sa grand-mère, comment elle est vivante et comment lui est là. Elle a survécu au génocide arménien, parce que sa grand-mère à elle, donc l'arrière-arrière-grand-mère de Paul, s'est mis devant l'armée turque, je pense que c'est les Turcs, et sa grand-mère... C'est la grand-mère de sa grand-mère, en fait. Voilà, qui a été tuée. Elle a quand même été poignardée, la petite fille de 5 ans, qui est la grand-mère de Paul, mais elle a survécu. Et là, il explique comment ça, évidemment, ça a marqué sa vie, mais reste que c'est grâce à ça que lui est là aujourd'hui. Et il raconte aussi comment son grand-père a sauvé un homme que Paul a rencontré aujourd'hui, qui est rendu très âgé, alors qu'il avait 11 ans, dans sa moto, parce qu'il charroyait des patates dans un sidecar et il a caché le garçon, parce qu'à l'époque, c'était un garçon. Ouais. Il avait 11 ans. Allez lire, bon, tous les textes se valent pour acheter le numéro, mais ce texte-là est incroyable et Paul écrit très bien. Ben oui, puis en plus, on peut... bon, c'est un comédien, fait qu'on peut quasiment l'entendre avec sa voix, là, qui est magnifique. Fait que... Mais des fois, juste le lire, ça peut être le fun. Oui, Paul. oui, ben... Bon, moi, je me prononce pas là-dessus. Non, je suis neutre. Je le connais. On a déjà été dans la même agence à l'époque où j'étais un B, avant que je dégringole. Je pense que c'est un J ou peut-être un H. Mais c'est ça, c'est un texte incroyable. Ce qui est, encore une fois, c'est un texte de solidarité. C'est quelqu'un qui dit « Moi, j'ai pas vécu le génocide, mais ma famille l'a vécu, le génocide arménien. Puis je me place en solidarité avec le peuple palestinien qui est victime d'un nouveau génocide. » Déjà, moi, quand je lis ça, je me dis « Wow, ça fait changement de Patrick Masbourian qui semble être PDG de Armenians for Genocide. » Je dis ça, je dis rien. Oui. Puis... il nous met dans cette disposition-là, encore une fois. Puis, une des choses qu'il nous dit, c'est que la violence, quand elle atteint ce niveau-là d'intensité, elle disparaît pas, là. Elle se glisse partout. Oui. Il parle de comment la violence que ses grands-parents ont subie s'est rendue jusqu'à ses parents, puis s'est rendue jusqu'à lui sous des formes différentes. Oui, bien sûr. Ouais. Puis elle nous dit aussi que, en même temps, justement, la résistance, la générosité, l'empathie se transmettent aussi parce que le geste que son grand-père a fait pour sauver cet enfant-là de 11 ans dans les patates, ben, il dit « Je sais que si je me revirais vers la famille de cet homme-là aujourd'hui, j'aurais du soutien. » Ben oui, puis même cet homme-là a dit à Paul « Ton grand-père m'a sauvé la vie. » Imagine le moment touchant que ça doit... Écoute, ça doit être incroyable. Et il rappelle que commettre un génocide ne répare pas le génocide dont on était victime. Alors, salutations à nos amis sionistes. Est-ce qu'on a... Je ne veux pas trop en dire, Claire, pour que les gens achètent le magazine. Qu'est-ce qu'on pourrait dire avant? Est-ce qu'il y a un code promo encore? Et il y en aura un. Vous êtes un H, mais vous êtes aussi un code promo. Voilà. Bref, fait que là, il va en avoir un. Est-ce qu'on peut le dire? On peut le dire. Ça sera Fred Savard. On est 16... Fred Savard 350 parce que c'est le numéro. Ah, OK. J'aime ça parce qu'on voit que ça s'est créé sur le fly comme ça, puis c'était pas tout à fait prévu. Mais il y aura donc Fred Savard 350 et ça va donner un rabais de... Écoute, la dernière fois, j'ai écouté les négociations en direct entre toi et Valérie. Je me rappelle plus c'était quoi le... C'était beaucoup.
Oui, c'est ça. Disons 15% ou quelque chose comme ça. Je veux juste dire que l'aide québécoise, c'est 50%. Bon, ben disons 25. 25, OK. Mais nous autres, c'est pour l'abonnement annuel, c'est pas pour acheter un numéro. Non, oui, c'est l'abonnement annuel. Je veux pas mettre de pression entre vous. Là. Je veux pas faire comme Amazon. Je veux pas faire monter les prix des concurrents. OK, non, 25, c'est bon. 25, c'est bon. C'est bon. C'est un numéro gratuit. C'est une auguste... Si vous le prenez en trio, je sais plus, mais je pense que c'est moins cher aussi. OK, il faut aller sur le site web de Liberté. Revueliberté.ca. Est-ce que vous restez avec nous, Claire, pour entendre... Je reste avec vous. J'ai envie de me dire, moi aussi, sur le projet de loi Q5. Ça va, merci. Bon, là, on va parler de C5, entre autres. Comment ça marche? Est-ce qu'on commence avec Louis? Qu'est-ce qu'on fait, là? Moi, je commencerai avec la visite. OK, bon. Louis Couillard, parlez de vous un peu. Pour les millions de Québécois qui ne vous connaissent pas, je dis toujours ça. Bonjour, je m'appelle Louis. Je suis papa de 2 petites filles. Merveilleuses petites filles. Des jumelles? Je participe... non, OK. je participe à l'effort de natalité. Oui, voilà. Bravo. Et vous êtes chez Greenpeace? Oui, depuis 5 ans maintenant. Et j'occupe récemment un nouveau poste, celui du responsable de la campagne Climat-Énergie. Oui. Donc, mon prochain employeur sera le Bloc québécois. OK. Si la tendance se maintient. Oui. Si la tendance se maintient. Ou le Parti libéral, à voir. Donc, ça veut dire quoi, ça? Dans les faits, avoir ce poste-là? Je me lève le matin puis je me demande quelle grosse compagnie je vais faire chier. Et ces temps-ci, c'est une compagnie mystérieuse et obscure. Oui, c'est ça. Ça, on a vu passer ça un petit peu dans les médias. C'est une compagnie norvégienne, voilà. Marinvest. Ouais. Toute petite compagnie. Elle existe presque pas. Non, mais pour vrai. C'est vrai? Okay, c'est pour vrai? Pour vrai. Okay. C'est une petite compagnie qui a 3 actionnaires. Ils ont un seul employé au Canada. Ah ouais. Ils n'existent pas, mais... Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils rencontrent Mark Carney puis le bureau du premier ministre du Québec. Bon, OK. C'est pas une compagnie suédoise, mais c'est bon. Est-ce qu'on peut dire que c'est une compagnie scandinave? Est-ce qu'ils font un peu comme Nordvolt? C'est-à-dire que c'est une espèce de compagnie qui, on s'en est rendu compte à la fin, était là pour, dans le fond, têter des subventions en échange d'un projet prometteur d'innovation, transition énergétique, qui finalement sent pas bon. Est-ce que c'est plus concret que ce que Nordvolt a été? Est-ce qu'on peut comparer ces deux compagnies-là? Est-ce que je suis dans le champ? Non, la comparaison est bonne dans la mesure où tu as des compagnies qui viennent ici puis qui vendent et promettent des technologies et cherchent des appuis politiques pour finalement se retourner puis là aller chercher des appuis financiers. Ouais. C'est ça qui se passe pour l'instant. Avec Marinvest. Avec Marinvest. Okay. Mais ce qui est drôle avec... Ben drôle, je sais pas si c'est le bon terme. Ce qui m'inquiète avec le dossier Marinvest, c'est... là, c'est dommage pour les auditeurs, ils vont pas pouvoir le voir, mais Fred, je tenais à te donner la présentation PDF du projet. Wow! Pourrais-tu me dire qu'est-ce que tu en penses? Toutes les informations qui sont présentes sur le projet, sur les 20 quelques pages. Mais ça, on va le mettre sur le... J'ai un scanner, moi, ici. Oh! Extrêmement puissant. Ça, je peux te le faire. Dans le garage. C'est ce qu'on appelle du caviar? Oui, donc ça, c'est un document... Ça vaut cher. C'est un document que vous avez demandé. Le caviar norvégien. C'est pas la qualité du caviar russe, mais quand même, il laisse pas sa place. Donc ça, c'est un document que vous avez demandé grâce à la loi l'accès à l'information. Pour vrai, c'est comme... Est-ce qu'il y a un seul mot ou rien? Ben, c'est écrit, au début, c'est écrit Marinvest présentation. Ça se peut pas, je dis rien. Là, on parle de quand même plusieurs pages, là. Ah, attendez, à la fin, il y a quelque chose, là. Oh. Hey, ça, c'est un segment à date qui est de plus en plus extrêmement radiophonique. Ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus... Attendez-vous les pages tournées. Tranquillement, les gens ferment leur cellulaire et vont vaquer à leurs occupations. Il y a une carte du Québec. Ton attention à la fin sur un truc. Es-tu là? La seule chose qu'on apprend dans ma demande, j'ai reçu 137 pages. C'est incroyable. Ben, ça dit ici que Marinvest veut déposer son bureau au bureau des grands projets. Ah! En début 2026. Ça, c'est les grands projets. Ça, est-ce que c'est une créature de Mark Carney ou ça existait avant? Ben, je pense que c'est une créature de Pierre Poilievre, mais il ne faut pas le dire trop fort. Ouais, ben c'est rendu mélangeant. Hein? Oui. Entre Mark Carney. En fait, Mark Carney, c'est un peu Pierre Poilievre avec une formation en savoir-vivre. Exactement. C'est un peu la différence entre les deux. Là. À date, c'est ce que je vois. Mais oui, non, le bureau des grands projets, ça découle de la loi C5
qui a été passé sous bâillon cet été par le gouvernement de Mark Carney. Ouais. Et la loi, c'est Chantal Hébert qui nous apprenait ça dans une de ses merveilleuses chroniques avec laquelle je me lève le matin, où elle nous expliquait que je dis ce projet de loi-là, mais non, c'est une loi. Ça a d'abord, le brouillon ou l'ébauche de cette loi-là a été préparé pour l'élection de Pierre Poilievre par le bureau du conseil privé. Là, M. Trump arrive. Les tarifs, les elbow up. On a gardé notre coude bien haut. Carney arrive finalement, mais il se dit cette ébauche-là, elle me convient. Elle me convient. Donc, là, on aurait sûrement la chance d'entendre Godefroy et peut-être Geneviève du CQDA en parler plus longuement. Mais en gros, ce que c'est venu faire, c'est créer un merveilleux cadre réglementaire où les projets, les méga-projets industriels, ils n'ont pas besoin d'être présentés à la population. Non, parce que là, regarde. Oui. L'environnement, quand ça va bien, quand il n'y a pas de guerre, on peut peut-être y penser, mais là, ça va pas bien. Là, encore une fois, je fais attention. Là, j'essaie de rester dans les faits et d'être tout à fait au centre. Et là, Marine Vest s'insère là-dedans. Est-ce qu'on sait un peu ce qu'ils veulent faire? Est-ce que c'est un port méthanier? Est-ce que c'est... On sait. Ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à savoir ce qu'ils voulaient faire à force de creuser. OK, c'est simple. Puis ça aussi, c'est une phrase, en fait, c'est une note de bas de page dans les 137 pages que j'ai obtenues de l'Agence d'évaluation d'impact. C'est assez clair. Le projet Marine Vest, du moins, comment l'Agence d'évaluation d'impact du Canada le perçoit, c'est un projet pour exporter du gaz naturel de l'Alberta et de l'Ouest canadien jusqu'en Europe. OK. Donc, ça, c'est l'objectif du projet. Donc, c'est merveilleux pour le Québec. En fait, c'est une opportunité du siècle parce qu'on pourrait devenir un corridor. Ah oui, ça, de passage. Ça, c'est le fun d'être les corridors. Ça, c'est le fun. Mais attendez, c'est pas ce que GNL Québec voulait faire aussi? Non, c'est complètement différent comme projet. En fait, la grande différence... Je suis mêlé dans ces gros projets-là. Je pense qu'on se fait niaiser, là. Non. C'est complètement différent parce que ça, dans le fond, le pipeline qu'ils veulent construire, il va passer un petit peu plus au nord. Donc plus loin des... Moins dérangeant. Voilà. Chez les Autochtones. Qui est-ce que ça dérange, ça, après tout? Personne. Puis, il va pas arrêter à Saguenay. Oui. Il va arrêter à Bécomo. Ah! Il y a encore moins de monde là-bas, fait qu'il y aura moins d'opposants. C'est moins beau. je fais juste répéter ce que je lis. J'adore la Côte-Nord. Vous savez, je suis déjà allé plusieurs fois avec la balado à la Côte-Nord. Alors, c'est la même chose que GNL Québec. C'est la même affaire. OK, fait qu'ils reviennent à la charge, ces gens-là. Ils reviennent à la charge. Je pensais qu'ils acceptaient le jeu démocratique. Non, mais il faut... Oh là là. C'est important de parler de GNL Québec parce que, rappelons-nous, GNL Québec et les deux sympathiques milliardaires américains qui étaient derrière le projet, ils poursuivent le Canada pour 20 milliards de dollars. Oui, la poursuite n'est pas réglée. Pour des profits non réalisés, j'imagine? Oui, parce que selon eux, c'était une décision purement politique de refuser le projet. En fait, leur projet était merveilleux, il n'y avait pas de problème. Et donc, quand il a été refusé, c'était de la discrimination envers eux. Et donc, la cause dépendante, est-ce que c'est un tribunal qui est relié à une entente commerciale, donc un tribunal, je dirais pas secret, là, mais c'est pas les cours de justice qu'on connaît. Là. Exactement. C'est des litiges réglés selon les ententes de libre-échange négociées, entre autres, par Pierre-Marc Johnson à l'époque. Exactement. OK. Donc, le gratin. D'un côté, tu as les milliardaires qui poursuivent l'État canadien. Puis là, de l'autre côté, tout d'un coup, il y a un projet qui est grosso modo le même, mais qui aboutit ailleurs et qui pop avec une compagnie norvégienne complètement inconnue. Là, puisqu'on en sait très peu, moi, je peux pas faire les liens en date d'aujourd'hui, mais ça ne m'étonnerait pas que dans quelques mois, on sorte et on fait « Ah, dans le fond, c'est le même monde. » Ah ouais, OK. Parce que, pour vrai, les projets sont en tout point similaires. Autant, là, si je vais dans le très technique, là, le volume de GNL qu'on veut faire passer dans le tuyau puis qu'on veut exporter après en Europe, c'est le même. C'est du pétrole ou c'est du gaz? Non, c'est du gaz. Mais c'est naturel. Oui, c'est ça. Oui, on le sait. Le gaz, il est bleu. On le voit pas, on le sent pas, il fait rien. C'est un joli bleu, alors que le pétrole, c'est les gaz métropolitains, on se rappelle, les publicités, c'est quand même doux le bleu, alors que le pétrole, c'est brun. Mais le pétrole, c'est naturel. Oui. Pourquoi si on le marketait comme ça, peut-être que les bobos du plateau arrêteraient de chialer. L'arsenic aussi, c'est naturel. Le problème, c'est le dosage. C'est que pour exporter en Europe, Fred, vu que c'est un gaz, il faut absolument le compacter. Puis pour le compacter, ça prend des installations industrielles monstres qui sont habituellement, qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour y arriver. Et nous, au Québec, on est capable de le faire avec de l'hydroélectricité. Non, j'ai une meilleure idée pour toi. Ah! On peut le faire avec des éoliennes maintenant. Oh mon Dieu.
Parce que c'est ce que Marinvest propose. Ouais. Bon, avec ses propres éoliennes. Okay, vous le savez, là. Oui, on le sait parce qu'ils ont un merveilleux site web qui a l'air d'être fait par ma fille de 5 ans. Ah. Mais il y a un merveilleux site web. Il parle pas du projet, mais il parle des technologies innovantes. En fait, il parle pas du projet à la population, mais je peux vous garantir que l'ensemble de notre gratin politique a la présentation entre les mains, même si... Ouais. Pourquoi? Est-ce que c'est du lobbying enregistré, ça? Oui. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est enregistré. Donc, quand on fait des demandes d'accès, on confirme. Ça a été... Moi, j'ai un beau tableau avec toutes les rencontres qui ont eu lieu. À peu près tout le monde s'est fait rencontrer. Les partis d'opposition, Pierre Poilievre, Mark Carney, ministre de l'Environnement, Drainville, name it. Tout le monde a été rencontré. Tout le monde est au courant, mais personne n'en parle, puis ce projet-là, il n'existe pas. Mais Bernard Drainville, quand même, dans sa course à la chefferie, même si le projet n'existe pas, était quand même en mesure de dire qu'il était très en faveur du projet. Ben, en fait, de ce genre de projet-là. Oui. C'est ça. Ben, ce genre de projet-là, à Bécomo, il était en faveur. Puis ce qui est génial aussi, c'est le député local de la CAQ, M. Yves Montigny, qui s'est échappé un petit peu à l'Assemblée nationale parce qu'il a commencé, dans une période de questions, à présenter les retombées économiques du projet de Marinvest. Oui. Et le lendemain, au micro de Radio-Canada Côte-Nord, quand il s'est fait poser la question, mais d'où sortent vos analyses pour les retombées? Il a dit, ben ça vient de Greenpeace. Ah? Parce que Greenpeace, ils ont fait des demandes d'accès puis ils ont publié ça. Mais M. Montigny, je suis désolé de vous l'apprendre. Je n'ai jamais eu ces données dans nos demandes d'accès. Non. Comme dirait François Pérusse, à juge. Mais est-ce que c'est illégal d'avoir accès à ces données-là ou c'est juste malhonnête? C'est juste tellement malhonnête ce qui est en train de se passer. Parce qu'on se fait dire, d'un côté, il n'y a pas de projet, ils sont en analyse préliminaire, mais de l'autre, ils sont en train d'aller à vitesse grand V grâce à ce nouveau cadre réglementaire que C5 et Q5 sont en train de créer. Et la population est tenue complètement dans l'ombre, ne savent pas qu'est-ce qui se passe, tandis que nos politiciens reçoivent des présentations exhaustives du projet. Moi, je suis allé à Bécomo en septembre pour rencontrer, puis présenter ce qu'on sait du projet, qui est quand même... Attends, vous êtes allé à Bécomo, donc qui vous avez rencontré là-bas? La population, le monde, à l'invitation d'un groupe local de maires au front et de la TROC CDC Côte-Nord, qui est un acronyme très long, mais en gros, c'est le regroupement des tables communautaires de là-bas. On est allé faire une présentation du projet parce que la compagnie vient pas faire la présentation du projet à la population. Elle vient à Bécomo, mais juste pour rencontrer le gratin politique et économique. Donc nous, on est allé faire leur job à leur place. On était très contents de le faire. On est allé présenter objectivement ce qu'on savait du projet. Oui, ça le compte. Parce que pour être allé à Bécomo plusieurs fois, je faisais des blagues tantôt. Là, moi, j'adore la Côte-Nord. Tout ce qui est au nord du fleuve, j'adore. Tout ce qui est au sud, caca. Ça, c'est une position controversée, Fred. Je fais des blagues. Je te regarde la Rive-Sud. Ok, là, je suis d'accord. C'est la Rive-Sud, c'est pas clair. Est-ce qu'il y a les mêmes tensions qu'on retrouve, par exemple, en Abitibi? Parce que c'est une région de secondaire. Le minerai arrive, je ne sais pas si c'est encore le cas. Il y a longtemps, il arrivait, il était transformé, ou en tout cas, ou pas tout à fait transformé complètement, mais est-ce que les gens sont... Est-ce que la population est divisée? Est-ce que vous avez pu sentir ça, en fait? Ben, ce que j'ai senti quand j'étais au cégep de Bécomo, en train de donner ma présentation, mais après, il y a eu une période de questions qui a duré, je pense, 2h30. Oui. Les gens sont tannés de se faire promettre de la bullshit. Ouais, c'est ça. Puis là, nous autres, on avait ramené avec nous un économiste, Renaud Gignac. On avait amené aussi qui a d'ailleurs co-signé une excellente lettre ouverte dans la presse pour expliquer pourquoi ces genres de projets-là, en 2026, c'était pas juste que ça n'avait pas de bon sens pour la planète, ça n'a pas de bon sens non plus quand tu regardes ça économiquement. C'est ça. On avait aussi ramené un expert du Centre québécois de droit de l'environnement, le maître Marc Bichaille. Puis, on a répondu à toutes sortes de questions. Puis la question qui ressortait le plus, c'était c'est-tu crédible, tu sais? C'est-tu de la bullshit, ce projet-là? Ouais. Mais honnêtement, d'un côté, on a envie de répondre ça a tellement aucun bon sens, il n'y a personne qui va embarquer. Mais de l'autre côté, qui c'est qui paye une armée de lobbyistes? C'est le cabinet national. Okay? C'est un des plus gros cabinets de relations publiques. Pendant un an, plus d'un an maintenant, parce que c'est depuis février 2025 que ces rencontres-là ont commencé. Pendant plus d'un an, il y a à peu près, au total, il y a eu environ entre
6 et 10 lobbyistes du cabinet national qui travaillent là-dessus. Ah, ouais. Ça, c'est du cash, mon Non, ami, j'avoue. qui se fait lancer à ses... Puis c'est pas n'importe qui réussit à rencontrer, comme je disais, c'est les plus hautes sphères du pouvoir. Ouais. Fait que Mais ils sont d'un- bons, National. National, ils sont bons. Fait que d'un Faut quand même côté... le dire, là. Non, mais d'un côté, c'est comme ce projet-là, il n'y a aucun bon sens, il n'y a personne qui va embarquer là-dedans, mais il y a quelqu'un qui est en train de pitcher l'équivalent de, je sais pas moi, au moins $1 million à ce cabinet-là pour faire des rencontres sans arrêt. Écoute, puis là, j'ai récemment obtenu plus de documents que je garde derrière des portes closes, moi aussi, mais Ben que je partagerai éventuellement. Ouais. J'ai obtenu plus de 650 pages de Investir au Canada qui démontrent vraiment de A à Z. Ça, c'est le programme du gouvernement fédéral? Oui, Oui. pour favoriser Oui, puis l'investissement ça, Carney étranger. l'a annoncé, là, il va faire une grande tournée, il va attirer je sais pas combien de trillions d'argent, puis oui. Est-ce que c'est caviardé aussi, ces documents-là? C'est très caviardé, mais on aime le caviar, c'est bon. Mais entre le caviar, il y a d'autres types de petites bouchées cocktails qui nous révèlent certaines bribes de qu'est-ce qui est en train de se tramer. Puis une des choses qu'on a appris, ben, c'est ça a un très joli nom. Ça fait très Carney d'ailleurs, ça fait très banquier. Ça s'appelle le Marinvest Deal Team. Ça, c'est pour closer le deal dans le domaine de la finance. Donc, cette belle équipe regroupe à peu près tous les ministères fédéraux possibles. Ouais. Et eux, ils travaillent, ils ont des appels à chaque mois depuis maintenant juin 2025. Donc, à chaque mois, ils se rencontrent, tout le monde ensemble, et ils travaillent de concert pour aider à ce que ce projet-là se réalise. Pour faire le Canada, la puissance moyenne, le monde qui a changé, le monsieur, la pancarte, Vagal-Havel. OK. Mais moi, ce qui me frappe là-dedans, parce que Godefroy pourra nous en parler peut-être plus, là, mais ces projets-là ont déjà existé. Comme on disait, c'est la même chose que GNL. Une des choses qui change, c'est le niveau de transparence qui est à 0. Puis les documents hautement caviardés en font foi. Mais ça, tu sais, je veux dire, je travaillais comme journaliste bien avant l'arrivée au pouvoir de Mark Carney. Puis on dirait que la loi sur l'accès à l'information s'est rendue que ça sert juste à utiliser ces exceptions pour nous empêcher d'avoir accès à des documents. Il y a une tendance de fond qui s'est vraiment radicalisée depuis... Ça fait longtemps là, que ça dure. Oui. Mais là, c'est pire, je pense. Mais là, c'est pire parce qu'en plus, ils passent des lois pour s'autoriser à faire ça, puis dire telle affaire, ça, on n'a pas besoin de rendre des comptes, puis telle loi, on n'a pas besoin de l'appliquer. Là, je laisserai M. Laurando ici présent nous en parler. Mais en tout cas, juste voir ce niveau-là de caviardage... La loi d'accès à l'information, là... Non, c'est ça. Si la FPJQ faisait autre chose que dire oui, bravo d'exister, M. Cardinal, on aurait peut-être une demande de réforme. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de cynisme aujourd'hui autour de la table. Je suis pas super à l'aise. C'est peut-être pas une bonne idée. Vous avez mis la table, mon cher. En tout cas, il y a des moments comme ça. Non, mais c'est... Moi, l'impression que j'ai, moi, c'est qu'on ne dit rien pour éviter tout ce qui pourrait devenir officiel, puis servir de cible. Là, on pourrait concentrer nos faisceaux sur telle information, telle compagnie. Et là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On attend les confirmations, dans le fond. On monte tout ce qu'on peut monter sans en parler. Puis là, le projet de loi 5 au Québec, dans le fond, on parle tantôt du projet de loi fédéral C5, mais tu as le projet de loi provincial totalement équivalent dont je vais vous parler, qui, lui, n'est pas encore voté. Mais quand il se fait voter, ça va être un fast tracker version Québec. Et là, une fois qu'on a ces deux-là ensemble, est-ce qu'un des grands projets pourrait pas être celui-là, justement? Bien, certainement, parce que c'est l'intention de la compagnie, et puis ils ne se le cachent pas, parce qu'on l'a découvert entre le caviardage, que c'était leur intention de déposer leur projet au bureau des grands projets. Fédéral. Fédéral. C'était leur intention de le faire en début d'année. Ça, c'est ça qui est le fun d'ailleurs, c'est que là, on n'a aucune idée si ça s'est fait, parce qu'il n'y a absolument aucune transparence du bureau des grands projets. On ne sait même pas c'est quoi les projets sur leur table. Normalement, là, M. Carney, il serait transparent, mais c'est que là, l'heure est grave. L'heure est grave. La guerre, puis tout, là. Oui. Toutes les raisons sont bonnes de garder la population dans l'ombre, parce que moi, c'est ça la conclusion à laquelle je suis arrivé. C'est que si la population a les informations sur ce genre de projet-là, c'est-à-dire un projet d'énergie fossile, de pipeline de gaz en 2026, qui a très peu de retombées économiques pour le Québec. Si tu regardes le bigger picture, là, ça n'a aucun sens, ce genre de projet-là. Puis il va falloir qu'il soit subventionné d'une manière ou d'une autre, que ça soit directement ou indirectement avec des tarifs d'électricité pour faire fonctionner les blocs d'énergie. Quand les modèles d'affaires ne fonctionnent pas, c'est parce que ce qui manque va être financé par nous. C'est nous autres qui vont payer. C'est sûr. Mais c'est le majeur. C'est le majeur du marché. Mais la compagnie et le gouvernement, les gouvernements l'ont compris en ce moment. Si l'information sera à la population, elle va se soulever. Elle va dire non. Tu sais, à l'époque de GNL Québec, là, juste pour
le BAP, l'audience du BAP, il y avait eu une participation historique. Le monde se mobilise contre ce genre de projets-là qui n'ont pas de bon sens. TS aussi, je pense que Canada en ce moment. C'est la même chose. Les gens allumés très rapidement, puis ça n'a pas de bon sens. Fait que ça fonctionne plus le classique « je suis une compagnie et je viens présenter gentiment mon projet dans ta communauté et acheter tranquillement pas vite l'acceptabilité sociale ». Non, maintenant, on garde tout derrière des portes closes juste à temps qu'on soit prêt à l'annoncer en grande pompe avec tout est ficelé. Mais ça m'étonne parce que Chantal Hébert, là, à l'époque où je l'écoutais encore, avait dit, pas plus tard que l'année passée, qu'il ne fallait pas s'inquiéter de ce grand bureau de M. Carney parce qu'il n'y avait pas de projet sur la table, parce qu'il n'y a plus d'investisseurs. Fait que, tu sais, ils font ça vraiment juste au cas où, mais ça n'allait pas accélérer ces gros projets-là parce qu'il n'y a pas d'argent, paraît-il. Finalement, elle se serait trompée. Mais le pire, c'est que ce qui est drôle avec le bureau des grands projets présentement, puis les annonces en grande pompe de Carney, là, qu'il a annoncé 2 tranches, là, puis il rattache ça aux événements sportifs. Là. Fait que là, il avait fait une tranche à Coupe Grey. Là, il a dit qu'il y aura une prochaine tranche avant la Coupe Stanley. Ça, c'est pas pour endormir le monde. Là. Non. C'est pour te garder... C'est fini, ça, du pain et des jeux. C'est pour te garder très éveillé. Mais malgré ces annonces en grande pompe, c'est vrai que le bureau des grands projets, pour l'instant, c'est juste une opération de relations publiques dans la mesure où il n'y a aucun projet qui a été fast-tracké. Certes. Mais ce que ça crée, ce qu'on observe avec Marinvest, puis d'ailleurs, c'est un peu la raison de mon obsession avec Marinvest, c'est que c'est comme le prototype de c'est quoi, en 2026, un gros méga projet. Comment est-ce que c'est présenté? Comment est-ce que c'est amené à la population? Ça devient cette espèce de boîte noire où on n'est plus capable d'avoir aucune information, puis on se fait dire que le projet n'existe pas quand, derrière les portes closes, il avance à vitesse grand V. Fait que c'est le sans que ça soit une conséquence directe de le projet fast-tracké, mais ça crée un carré de sable là, absolument... Impossible pour la population à jouer dedans, impossible pour les citoyens et les citoyennes qui sont sur la ligne de front de ces grands projets-là de comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait avec Homo. Là, on s'en va en Abitibi parce que le pipeline passe en Abitibi. On s'est fait aussi inviter pour aller parler, présenter, parce que quand j'en parle aux gens, ils me disent, ben là, il n'y a pas de journaliste qui en parle, on ne sait pas c'est quoi. Mais de l'autre côté, quand je regarde les documents et le petit lunch entre les caviars que j'obtiens, ben c'est que wow, ça avance vraiment vite. Ce qui me frappe aussi, c'est que tu dis, ça fait depuis février 2025 qu'il y a du lobbying qui se donne là-dessus, puis je pense pas me tromper dans mes dates en disant que c'est l'an dernier que François Legault, là, vous vous souvenez, l'ancien premier ministre du Québec, Feu François Legault, nous disait peut-être qu'on pourrait recommencer le gaz naturel, puis tout le monde disait hey, le cave. Ben, personne ne disait le cave, là, mais mettons, Monsieur Legault, il n'y a pas de compagnie qui veut le faire ça. Fait que dans le fond, lui, il savait qu'il y avait une compagnie qui voulait faire ça quand il disait ça. Claire. Moi, vous sonnez complotiste. Ouais, c'est ça. Faut faire attention, mais je vais être bien honnête. Je me rappelle, moi, j'étais parce que je participe à la natalité au Québec. J'étais en congé de paternité à ce moment-là. Je changeais des couches. Puis, je commençais à me dire, bon, là, pourquoi Pierre, ça a été, parce que le premier, ça a été notre cher ami, Pierre Poilievre. Pierre Poilievre est arrivé en février 2025, puis a commencé à dire « J'ai le Québec, c'était super cool, faut le relancer. » Là, je me disais « Bon, pourquoi il dit ça? » Puis là, après, pas longtemps après, ça a été Benoît Charette disait « Oui, la porte est ouverte. » Après, François Legault disait « Ben oui, il y a des gens qui nous parlent, ça serait le fun de relancer. » Je me rappelle ça, Je vais être très honnête avec vous, je me suis ramassé dans une de mes premières semaines de retour au travail dans une merveilleuse rencontre avec notre ancien ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette. Et on devait parler de la politique climatique internationale. Ça, c'est une rencontre officielle. Une rencontre officielle, avec d'autres groupes. Et puis, dans cette rencontre-là, tout d'un coup, au lieu de parler de ce qui était à l'ordre du jour, on a parlé, tout le long, on a parlé de pourquoi, on s'est fait sermonner, on s'est fait dire pourquoi un projet de pipeline de gaz en 2025 et 2026, c'était redevenu pertinent. Puis là, on posait la question, mais y a-tu un projet? On se faisait dire, il y a des gens qui posent des questions sur le cadre réglementaire. Moi, je sors de cette rencontre-là, je m'en vais dans mon auto, parce que je chauffe, je roule au gaz. Oui. C'est de l'essence naturelle. Ouais, exactement, c'est naturel. Donc, je m'en vais dans mon char, puis dans mon char, je commence à prendre mon sel, je shake, puis
là, je cherche sur le registre des lobbyistes, puis je cherche gaz, pipeline, trouvais rien. Mais j'ai fini par trouver. Mon Dieu, c'est là. Vous êtes précieux. Oui. C'est là que j'ai trouvé Marinvest. Ah ouais. Puis, Marinvest, Comment vous l'avez trouvé? Ben, j'ai trouvé, ça disait Marinvest Énergie. Leur mandat, c'était très simple. C'était un one-liner, puis je l'ai encore en tête. C'était poser des questions sur le cadre réglementaire qui nous permettrait de construire un projet structurant pour l'avenir du Québec et du Canada. OK, structurant, OK. Puis là, après, j'ai fait... C'est différent, ça. Là, je suis allé sur leur site web, fait par probablement un enfant de 5 ans. Et ben là, ça montrait leur expertise. En gros, c'est de faire des usines flottantes, parce que c'est ça qu'ils veulent faire dans la baie des Anglais à Bécomo, où on peut notamment liquéfier du gaz naturel, parce que le gaz naturel, ça peut participer à la transition énergétique pour l'Europe. Et puis, plus... Comme le charbon. Voilà. Comme avec le charbon, on a l'énergie pour construire des éoliennes. Oui, et tout le métal que ça va prendre pour ces méthaniers-là vont nécessiter du charbon pour créer l'acier. Le fer, c'est dans la terre. La raison pour laquelle, corrige-moi, mais la raison pour laquelle GNL Québec a été écarté finalement, c'est je ne sais plus laquelle des évaluations environnementales qui a dit c'est un faux argument d'invoquer la transition. On n'a pas de preuve que ce gaz naturel-là va aller... Il n'y a pas de données probantes. On n'ira pas remplacer des énergies fossiles en Europe, donc faux argument, on rejette le projet. Mais le concept de transition énergétique, permettez-moi de poursuivre sur le cynisme, mais c'est de la bullshit. Dans le sens que toutes les énergies qu'on a développées dans l'histoire de l'humanité se sont simplement ajoutées à celles qu'on avait. Godfrey est tellement content. Je suis fatiguant avec ça. Mais non, mais c'est ce que le Bureau d'audience publique en environnement avait conclu. Mais le petit hic avec ça, c'est que on s'est fait dire par notre très cher Benoît Charette que ces conditions-là qui ont amené au rejet, notamment le fait que ça ne participerait pas à la transition énergétique, mais qu'en 2026, ces conditions-là, oui, c'est ça. Ils tenaient plus la route. Ça a changé. Donc, le monde a changé. Le monde a changé. Et donc, il y a des nouvelles conditions qui peuvent être émises. C'est pourquoi s'il y a des nouveaux promoteurs qui cognent à notre porte, on la garde grande ouverte. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Marinvest. La porte est ouverte d'à peu près pour tout le monde. C'est une porte de garage, visiblement. Où elle existe. C'est juste qu'on ne sait pas où est le garage. Non, c'est ça, on le cherche. Moi, je navigue avec les yeux fermés. Là, puis, entre le caviar et les documents que je me fais envoyer. Mais honnêtement, c'est fascinant qu'est-ce que j'ai découvert. Et pas seulement moi, des journalistes. Je veux quand même saluer Alexandre Shields, notamment au Devoir, qui a fait du gros boulot pour... poser des questions aux bonnes personnes et mettre les morceaux du puzzle qui manquaient à notre casse-tête. Tout à fait. J'ai envie, Godefroy, de prendre la balle au bon puis que vous preniez le relais. Ben oui. Parce que vous aussi, vous avez parlé à des gens. Ben moi, j'ai parlé à des gens, effectivement, mais j'ai pas cette... moi, ça m'impressionne beaucoup ce que vous avez le temps de faire, ce que vous faites, parce que moi, je me limite à ce que vous réussissez à trouver. T'sais, vous trouvez, puis après ça, nous, on cherche dans les journaux, puis mais c'est intéressant de rencontrer quelqu'un qui travaille à débusquer. Qui fait des choses. Ouais, moi, ça m'impressionne. Mais est-ce que vous vous rappelez autour de la table de ce sacré projet de loi 69? Le PL 69. Moi, je suis perdu avec les projets de loi, parce qu'il y en a beaucoup. C'est pas celui sur la réforme de la loi 101? Non, c'est 96. Vous avez mélangé les chiffres. Moi, je m'en rappelle très bien. Normalement, et vous, évidemment. Mais, tu sais, l'humain moyen, je pense que oui, mais normalement, vous devriez comme voir le... Moi, je suis supposé d'être informé, puis je m'en rappelle Vous devriez voir le visage de Fitzgibbon qui apparaît comme dans un petit nuage. Dieu, un cauchemar. C'est lui qui a amené ce projet-là. C'était le projet de loi qui est devenu une loi maintenant et qui visait à donner des coups des franches à Hydro-Québec pour ses gros projets de croissance. Donc, c'est un autre projet de loi qui touchait à 15 lois existantes. Et quand j'avais regardé, j'avais juste regardé, c'est illisible pour un humain moyen. Alors, j'ai pensé à autre chose. Je pense que c'est ça le but. En tout cas, c'est pas pour moi, ça c'est certain. Et donc, genre de projet impossible à les comprendre. Le projet de loi 5, là, on en a parlé déjà un petit peu, mais j'ai l'impression que ça percole un peu moins au public parce que ça ne touche pas Hydro-Québec. Et là, ce que j'ai compris dernièrement, c'est que c'est extrêmement important. Puis là, je me suis dit, coudonc, on va avoir quelqu'un qui nous parle de Marinvest. Je pense qu'il y a des petits liens, des petites flèches à faire entre les deux dossiers. Donc, c'est un projet de loi qui a été présenté par Éric Girard, qui est le ministre des Finances du Québec, au début de décembre 2025, que je n'avais même pas vu, j'avais même pas eu conscience.
C'est la version québécoise du projet fédéral C5. Alors, ça vaut toujours la peine de s'intéresser à comment la CAQ nomme ces projets de loi. Le langage. C'est le projet de loi visant à accélérer l'octroi des autorisations requises pour la réalisation de projets prioritaires et d'envergure nationale. Et voilà. S'il est adopté tel quel, il va accorder au ministre des Finances le pouvoir de donner de manière exceptionnelle et dans l'intérêt supérieur du Québec, vous voyez les guillemets, des autorisations spéciales à un nombre très limité. J'ai rajouté très, mais c'est un nombre limité de grands projets. Pourquoi vous avez rajouté très? Parce que c'est ce que j'ai su après. On s'attend à 4-5 projets. OK. Mais Godefroy, en 5 ans. Te rappelles-tu que François Legault parlait de la réalisation de projets de pontons pour justifier notamment ce projet de loi à 5 là? Parce que les pontons, ça prend 2 ans au moins à faire des pontons au Québec. Des pontons pour de villégiature, là? Oui. Pour aller boire de la bière sur des réservoirs. Ça, c'est un problème, ça. Oui, donc là... Ciboulette. Mais c'est intéressant, parce que ce qu'on comprend, là, c'est que le problème de nos grands projets, et j'ai inclus là-dedans construire un ponton, des pontons. Ça réside dans la longueur et la complexité du processus d'autorisation. C'est ce que j'ai compris, là, c'est ce qu'on m'a dit. L'étape de l'étude détaillée de ce projet de loi-là était presque terminée, mais là, ça a été prorogé et ça reprendrait potentiellement le 5 mai. Donc, c'est pas terminé. Le projet de loi n'est pas encore voté. Avec Mme Fréchette. Comme première ministre, oui. C'est extraordinaire. Moi, j'ai lu les médias. Il paraît qu'elle est extraordinaire. Mais là, ça va être devant la commission des finances publiques. Ah bon, OK. Souvent, je vous parle de la CAPERN. Là, c'est les finances publiques. Je les connais moins. Une des questions qui s'impose là, avec Mme Fréchette, puis tout ça, c'est de savoir où est-ce qu'elle va imposer le bâillon ou pas pour finir d'adopter les affaires. Tu me voles les mots de ma bouche. Mais parce que, en tout cas, moi, mon feeling, c'est qu'elle va laisser pisser la Constitution puis qu'on n'en aura pas. Mais ça ressemble à... C'est pas elle qui a poussé le projet de loi 69, justement? C'est elle qui a fait les commissions parlementaires, mais elle a pris la balle au bon que Pierre Fitzgibbon avait vraiment tombé. Il avait laissé tomber la balle assez rapidement. Moi, j'ai vu les médias, puis il paraît que c'est une madame. Oui, c'est vrai, ça. C'est quelqu'un, elle peut monter les marches en courant avec un chandail du Canadien. Toute une madame. OK. Donc, Éric Girard a dit qu'il avait rédigé sa loi en ayant en tête des projets précis. Et que des promoteurs, écoutez ça, là, miniers, portuaires ou encore énergétiques pouvaient se réjouir. Wow. Il a dit ça. Donc, c'est assez candide. Donc, c'est une loi. Nous aussi, on se réjouit dans ce temps-là. Parce que c'est nous, ça. Oui, c'est l'économie. Ça va ruisseler sur nous. Godefroy, as-tu noté... parce que j'ai écouté cette... Sûrement pas, merveilleuse, la conférence de presse. Je pense que vous avez rencontré quelqu'un qui a une âme sœur. Regardé les commissions parlementaires. Puis moi aussi, j'ai des enfants. Mais pendant que j'avais ma petite qui devait faire de la fièvre, puis que j'écoutais ça à côté, sur mon ordi, la conférence de presse de M. Éric Girard sur le projet de loi 5. En décembre. Oui, c'était merveilleux. Puis il a nommé... Il s'est fait poser la question par les journalistes. Il a nommé un exemple de projet qui pouvait être accéléré. Non, c'est pas Marinvest. Il est tout aussi génial. Il a nommé un projet de mine sur la Côte-Nord, le projet de Métaux-Tandiat, qui, derrière ce projet-là, c'est des grands chums de Trump. Puis l'objectif de ce projet-là, c'est de miner des terres rares pour alimenter l'industrie militaire américaine. Puis c'est ça que M. Éric Girard a trouvé qui était bon à mettre comme un exemple de projet structurant et d'intérêt national pour le Québec. Puis les communautés autochtones veulent rien savoir de ça, mais là, sont en train d'essayer de leur proposer d'être coactionnaires de l'entreprise parce que la décolonisation, c'est quand les Autochtones investissent dans l'armée américaine. Oui! Voilà. Fait que là, donc, étant donné qu'on parle... Merci pour l'ajout, c'est tout à fait cynique, c'est terrible. Mais donc, en même temps, c'est vrai, on n'est pas juste dans le cynisme. Quand on parle de projets d'envergure, on parle de projets de plusieurs milliards de dollars, donc il n'y en aura pas 10-12. Lui, ce qu'il a dit, Girard, c'est qu'il a laissé flotter qu'il allait en avoir à peu près 5, puis il a dit, il y en aura sûrement 2 à Hydro-Québec, fait qu'il en reste 3. Fait que donc, tu sais, la mine, Marinvest... Puis un ponton. Un ponton international. Ouais. Et donc, le gouvernement... mais là, excuse-moi, Godefroy, juste chez National, il y a beaucoup de conseillers seniors qui ont des très beaux pontons, paraît-il. Il se close des deals là-dessus, mes amis. Ouh là là! C'est pas comme ça que je voyais ma chronique quand je l'écrivais cette semaine. Je dis cette semaine, mais c'est en fait hier. Oui, c'est ça! Ah, c'est ça. On voit que c'est pas... Fait Claire, je vais vous rassurer, quand vous parlez de nos amis des Premières Nations, là, le gouvernement a assuré que cette accélération-là, qui est visée par ce projet de loi, va se faire dans le respect des lois, des processus d'évaluation environnementale, de la santé et de la sécurité de la population,
ainsi que des droits des communautés autochtones. Bon. C'est rassurant. Je pense que Alors, oui. j'ai presque envie d'ajouter, on n'a plus besoin de loi pour nous protéger si on fait confiance à notre gouvernement. Oui, parce qu'en ce moment, les droits autochtones sont respectés. Fin de la chronique. Je pense que ça a toujours été plutôt... non, j'embarque pas dans vos niaiseries. Non. J'ai lu le cynisme. De toute façon, c'est le fédéral qui a fait mal aux Indiens. Hein. Ben voilà. Donc, le projet de loi pourra modifier 32 lois existantes. Donc, PL 69, ça modifiait 15 lois. Là, on a la possibilité d'en modifier 32. Parce qu'on est toujours meilleur que Ottawa. Alors, 69, c'était Québec aussi. Le PL 69, c'était Québec. Donc, dans le fond, ça modifiait 15 lois, puis ça m'impressionnait. Bon. Là, on est à 32 lois. Alors, là, écoutez, j'irai même pas essayer de les lire, dont celle sur le patrimoine culturel, la loi sur l'aménagement durable et du territoire forestier et la loi sur la qualité de l'environnement et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc là, à ce moment-là, j'avais de moins en moins envie d'écouter le gouvernement justifier lui-même ses choix. J'avais envie de parler à quelqu'un d'autre. Oui. Et là, c'est inutile de dire que quand on parle de droit, l'humain moyen et moi, on se ressemble beaucoup et on est la même personne, en fait. On a besoin d'aide spécialisée. Ouais. Et là, j'avais en banque une entrevue que j'ai faite avec le Centre québécois du droit de l'environnement. J'ai rencontré la directrice générale du CQDE, Mme Geneviève Paul, dans le cadre du balado J'aime ton énergie. Oui, mais je veux dire une chose, parce que Louis, chez Greenpeace, m'avait écrit, eux aussi m'ont écrit. Oui. Mais des fois, c'est difficile d'arrimer. Bon, puis moi, j'ai comme... Parce qu'on est rendu là, je pense, dans notre belle complicité. Je disais, hey, les amis, je vais vous donner le courriel de Godefroy parce que c'est dans ses talles. Ça a marché. Puis ça a marché. Alors, bravo. Voilà. Donc, juste te dire. L'OBNL... Ça a été long. Ça fait longtemps qu'ils m'ont écrit. CQDE, c'est sont mieux de m'écrire à moi. Ben oui. CQDE, donc, ils protègent l'environnement depuis 35 ans. C'est un OBNL et leur angle, c'est l'angle du droit. C'est ça, voilà. C'est législatif. Ils sont souvent présents en commission parlementaire pour challenger les projets de loi, justement. Et c'est une équipe de 14 personnes, dont la plupart sont des avocats. Et fait intéressant, leurs moyens, leurs effectifs, leur rayonnement et leurs travaux sont en croissance régulière. Ah, bon. Donc, j'aime savoir que cette équipe-là est là. J'ignorais qu'ils existaient. Ils ont plusieurs missions. Mais la plus importante, sans doute, c'est celle de s'assurer qu'on ait au Québec les meilleures lois possibles, puisque c'est ce qui perdure dans le temps, alors que les partis... Voilà. Et donc, c'est leur mission première. Et j'ai demandé à Mme Paul, justement, ce qui, selon elle, justifiait ce projet de loi maintenant. La justification, c'est pas clair non plus parce que on a beaucoup dit que c'était à cause du contexte actuel aux États-Unis, etc. Mais en commission parlementaire, le ministre des Finances a réinsisté et reconnu qu'en fait, ça date pas d'hier, qu'on n'est pas très bon, selon lui, au Canada, au Québec, pour faire lever des gros projets. Et donc, ici, pour nous, il y a vraiment confusion entre lourdeur administrative, en jeu avec la coordination ministérielle, les aspects de procédure versus le respect des normes. Si c'est vraiment ça le problème, c'est-à-dire la lourdeur administrative, et si on veut vraiment être résilient, parce que c'est ça un des objectifs du projet de loi, c'est de devenir encore plus résilient, y compris sur le plan économique, pour nous, ce projet de loi-là n'y répond pas. Voilà. Et donc, laissez-nous décider. Ça va bien aller. Puis là, on a le choix. Ou bien on va invoquer l'urgence, l'instabilité, ou bien on va dire, dans le fond, ça fait longtemps qu'on n'est pas bon, puis on a besoin d'aller plus vite. On n'est pas aussi bon qu'en Ontario. Si on n'est pas capable de faire des pontons, on est bon à quoi? Voyons. Voilà. Et donc, on invoque des problèmes de lourdeur, on blâme les normes. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir besoin absolument de modifier 32 lois, dont celle sur l'environnement, qui, elle, nous a servi très, très souvent dans l'histoire pour bloquer des projets qui n'avaient pas d'allure. Madame Paul commence par m'expliquer que le PL5, c'est un régime d'exception. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que presque tous les projets vont continuer à devoir respecter toutes les normes qu'on connaît maintenant, et c'est seulement là, une poignée d'immenses projets, si jamais ils arrivent, qui auront ce programme spécial et qui vont passer dans ce régime d'autorisation-là qui est défini. Et là, on se demande tout de suite, donc, quels seront les critères pour établir ce sera qui les chanceux? Là, le problème, c'est que désigner de quel gros projet on parle, il n'y a pas de référence dans le projet de loi ou de critères obligatoires. Tout est facultatif. Le ministre peut considérer, puis là, on nomme certains critères. En droit, le verbe « peut », ça veut dire « peut » ou pas. S'il peut les ignorer, s'il veut aussi, ces critères-là. Et donc, ça, pour nous, c'est d'entrée de jeu dans le projet de loi super problématique parce qu'il n'y a pas de garantie que ces méga-projets-là, à hauteur de plusieurs milliards, là, parce qu'on parle d'investissements importants, vont être, par exemple,
vont pas aggraver les crises environnementales auxquelles on fait déjà face puis qui vont nous coûter des milliards. Ah! Et voilà. Eh ben. Alors, le ministre peut considérer les intérêts des communautés locales. Ou pas. Ou pas. Il peut considérer l'atteinte de cibles gouvernementales en lien avec la transition énergétique. Ou pas. Et là, on s'amuse. Ce que autres... Attendez, c'est quand même c'est une poignée de projets. Oui. Mais sauf qu'on ne sait pas comment ils vont être choisis. Non, mais j'essaie d'être centré. Si c'est juste 5 projets qui représentent des dizaines de milliards et qui vont nous engager pour 30 ans, ça vaut la peine qu'on ait des critères clairs. Et ce que le CQDA dénonce, c'est qu'on est devant un langage faible et vague pour décrire des projets qui vont représenter des investissements qui vont nous engager, puisque c'est les projets qui auront besoin de notre aide. C'est presque certain. Hein? Et si c'est 2 projets d'Hydro-Québec, là, on peut parler de 2 barrages. Là. Quelque chose du genre. Oui. Puis un barrage... c'est gros. Oui, c'est gros. C'est gros, puis ça serait le fun. C'est un gros ponton. Oui, on peut en mettre des crises de gros pontons sur un... Une fois le projet désigné, on chaque beaucoup aujourd'hui. Il est un heureux élu qui arrivera ensuite à l'étape de l'autorisation. Et là, on dénonce maintenant l'article 22. C'est un des articles de cette affaire-là. Il mérite toute notre attention. Et là, je ne ferai pas semblant que je comprends. Je comprends rien. Mais c'est parce qu'on a des amis experts qui, eux, creusent ça. Une chance qu'ils sont là. Et donc, ils sont habitués d'analyser les lois avec la protection, en lien avec la protection de l'environnement en tête. Et là, voici ce que cet article-là contient. Donc, il y a une liste de 32 lois qui sont listées dans l'annexe qui peuvent être remplacées ou ignorées en tout, en partie, quand le gouvernement va décider d'autoriser un projet. Mais il y a aussi un autre article 22 qui dit, mais ça pourrait aussi, on peut la modifier, cette annexe-là, puis on peut ajouter toute autre loi. Puis ça fait donc 35 ans que le CQD existe. Je pense qu'on a déposé 90 mémoires et plus. Ce genre de disposition-là, pour nous, c'est inédit là, au Québec, de venir se donner le pouvoir finalement d'écarter la pratiquement quasi-totalité des lois. Donc, c'est plus les projets qui doivent respecter les lois, s'adapter aux lois, c'est les lois qui s'adaptent aux projets. Et voilà. Parlez-moi d'une belle agilité. Oui, et là, on repense au ministre Girard qui nous dit avoir concocté ce projet de loi-là en ayant des projets en tête. Ouais. Et voilà. Donc, c'est effectivement la loi qui est là pour paver le chemin à ces grands projets. Ce qui est, il faut quand même le souligner, inédit au Québec, selon ces experts-là en droit de l'environnement. Alors, saisissons, réagissons. Ouais. Donc, un autre élément, si jamais une règlement... Si je peux dire là-dessus, ça nous rappelle que dans le projet de loi de mise en œuvre du budget fédéral, le C15, je pense, ou quelque chose comme ça, c'était supposé juste mettre en œuvre le budget fédéral. Puis là, hop, s'il y avait une petite clause qui disait « Oh, pour l'innovation, là, les ministres, les lois, là, ils ont pas vraiment... Ils peuvent les suspendre pour les compagnies. » Puis là, c'était à peu près toutes les lois. Puis finalement, ça a été réduit. Là. Mais cette idée-là de dire à peu près tout, n'importe quand, selon la bonne volonté de... Finalement, c'est l'exécutif là, qui se ramasse avec tout le pouvoir. C'est la grosse mode de ce temps-là. Mais aux États-Unis, c'est ce qui se passe. C'est que le pouvoir exécutif du gouvernement Trump pilonne tout. On va en parler avec Louis-Philippe Rampon dans quelques épisodes. Excusez-moi, c'est parce que je suis en train de lire ça en même temps en parallèle. Continue, François. Mais donc, c'est ça. Ça fait un autre élément à dénoncer, c'est que si jamais une réglementation municipale faisait obstacle, et là, c'est les termes utilisés dans le projet de loi, au projet désigné, les fameuses villes qui, eux, ont la main dans le tordeur et sont en contact avec eux. Moi, dans ma tête, mon espoir vient des villes. Et là, ce que je vois, c'est que les villes qui ont des réglementations qui feraient obstacle pourraient tout simplement voir leurs droits balayés. Le gouvernement se donne les moyens pour ne pas avoir à respecter les règles des municipalités. Un autre pouvoir que le gouvernement s'octroie, c'est qu'il va pouvoir accorder l'autorisation de faire certains travaux préalables, genre pelleter des tortues en hiver sur un terrain en Montérégie. En hiver, ça va mieux parce qu'ils sont dans leur coquille. Oui, ou des ours. Oui. Donc, on le sait maintenant. Des ours mourants. Oui, et donc, ça pourra être fait avant l'autorisation du projet. Donc, on va pouvoir commencer, puisque ça va fonctionner. Le projet va marcher. On choisit qu'il marche. Incroyable. Certaines dispositions du BAP vont perdre un peu leur mordant aussi. Donc, écoutez comment on résume tout ça. C'est comme au fédéral, c'est-à-dire qu'on veut se dire, on les a désignés, ces projets-là, on va les faire. Et on se donne les moyens pour les faire et pour que ça aille plus vite. Si finalement, après une évaluation approfondie des impacts sociaux, économiques, environnementaux, la conclusion, c'est que c'est pas un bon projet, qu'est-ce qu'on fait? En plus de venir se priver de l'expertise d'instances importantes comme la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, ou la Régie de l'énergie. Là, on peut... Le ministre va solliciter les avis de ces instances-là, mais on vient centraliser donc le processus d'autorisation. Donc, on remplace les autorisations qui, normalement, devraient, par exemple, être délivrées par la CPTAQ si ça touche
des terres agricoles, par exemple. Donc là, en centralisant, on vient remplacer et limiter le rôle de ces instances-là qui ont aussi une expertise particulière, indépendante. Et voilà, moi j'aime ça, les expertises particulières indépendantes. Hein, la Régie de l'énergie, elle a des pouvoirs, il ne faut pas y en enlever. Peut-être qu'ils vont construire d'autres tablettes pour accueillir tous ces rapports-là qui se calissent. Ben voilà, donc ce sont ces instances, ces instances particulières-là. C'est super chronique, ça, quelquefois. Ben écoute, c'est un éveil. Hein? La prise de conscience, c'est un one-way, comme on dit. Oui. Et donc, ces expertises particulières précieuses-là, comme la Régie de l'énergie, c'est elles qui nous permettent de prendre des décisions un peu moins politisées de temps en temps. Et c'est une des seules choses que j'ai compris dans la vie, c'est que quand c'est trop politisé, ça va aller plus vite, mais on a des chances. Ça c'est pas certain que ça va être des mauvaises décisions. Oui. Tu sais, les grands barrages... Mais on dirait que l'historique... Les grands barrages, c'est des décisions extrêmement politiques. On aurait pu se tromper, mais... Maintenant, c'est plus possible des décisions à cette vitesse-là. Nordvolt, là, c'est des décisions prises rapidement. On aurait pu se tromper. On aurait pu se tromper. On aurait pu. Oui. Ça s'est bien passé. Ouais. Chance. Donc, tu sais, beaucoup de pouvoirs discrétionnaires concentrés entre les mains du ministre et moins de contre-pouvoirs et de reddition de comptes. En ce moment, là, en voyant ce qui se passe au sud de la frontière, moi, j'ai l'impression que j'ai comme un attachement renouvelé à l'État de droit. Oui. Et je me dis, chacun des... Puis c'est pas moi qui l'invente, c'est ce qu'elle dit aussi. Ben oui. On est en train, par différentes façons, d'aller égrener, vraiment. défaire des petits morceaux et personne n'est capable de suivre. Ouais. Et c'est ce qu'elle nous explique pour le dernier extrait. Là, on parle d'un projet de loi 5, mais ça s'inscrit dans une tempête législative là, depuis un peu plus d'un an. Là. PL 69, PL 81, PL 7... PL 11, PL 17, PL 5. Il y a beaucoup de projets de loi qui viennent un peu brique par brique effriter, gruger le socle sur lequel repose notre droit de l'environnement au Québec. La méthode de recourir de manière répétée à des projets de loi omnibus, donc qui viennent modifier plusieurs lois en même temps ou règlements, couplé avec le dépôt de liasses d'amendements à la dernière minute après les consultations, avec un rythme donc effréné de dépôt de projet de loi, ça rend difficile de suivre et de comprendre. Et c'est pour ça que ça fait partie de notre rôle aussi d'informer, de tenter de comprendre au maximum les implications, d'informer la population. Et voilà. Flood de zone. Flood de zone, juridiquement parlant. Alors, on se rend compte, dans le fond, puis là, je réagis à chaud, mais la différence entre l'administration Trump et ces gens-là, c'est que ces gens-là ont l'air un peu nono. Ils n'ont pas l'air des prédateurs. Comme Trump, comme son entourage, qui sont vraiment... Mais tu te rends compte, OK, ils sont... Ben, je dis nono. Mais ils ont l'air gentils, ils ont l'air bonasses. Oui, exactement. Girard, il a l'air bonasse. Ouais. Mais tu te rends compte, OK, c'est la même... Ben, la dérive autoritaire. Oui, c'est ça. C'est la même. On regarde là, les grands fascistes, les grands autoritaires de ce monde, les Poutine, les Trump. Je vais pas mâcher mes mots. La dérive autoritaire, elle est déjà très, très en cours. Chez nous. Ici, chez nous. Au Canada, au Québec. Elle est tranquille. Elle est tranquille, elle est discrète, elle est polie. Et par chance, il y a des organismes à but non lucratif comme le CQDE qui est expert dans ce domaine que personne ne maîtrise, dans les gens qu'on connaît, le droit, et qui sont capables d'avoir un peu de recul et de nous dire depuis quelques années, là, c'est ça qui se passe. Les projets de loi déboulent trop vite. Il n'y a personne qui est capable d'aller... Puis elle me faisait référence à une autre époque où les commissions parlementaires, même si on était en gouvernement majoritaire, il y avait quand même une discussion et le projet de loi sortait meilleur au bout de la ligne. Là, c'est pas ça qui se passe. On écoute l'opposition, on écoute les parties prenantes et ensuite, on adopte le projet de loi tel quel et on rajoute 32 amendements à la fin que personne ne comprend. Et puis, ben, juste pour le souligner quand même, le CQDE, c'est un groupe, un petit groupe d'une quinzaine d'avocats et ils ne sont pas tous avocats. Si vous avez envie de vous intéresser à ce qu'ils font, allez voir leur site web. Et si vous êtes vous-même dans le domaine et que vous avez une expertise, ajoutez-vous à cette équipe-là. Allez les aider. Je crois qu'ils seront intéressés de voir leur groupe, leur rang se gonfler. Ce sont des nouveaux amis, le CQDE. Et un chiffre à retenir, le PL5. Et tout ce que j'ai à vous dire à chacun, et s'il vous plaît, continue à faire ce que tu fais parce que j'aurai besoin de toi dans les prochains mois, prochaines années. Mais... quand ces projets-là vont sortir, parce que le projet de loi va passer, c'est sûr. Ils sont majoritaires, ça va être comme ça. Mais quand les projets vont sortir un par un, bien, il va falloir être vite sur nos patins
puis aller regarder est-ce que ça a de l'allure ou pas. Parce que, est-ce que moi, c'est la question, j'ai parlé à des amis, des Inuits de Matimekouche récemment, qui sont sur la ligne de front de cet immense projet de métaux Tondiat, de mine de terreur dont j'ai mentionné plus tôt, qui a été utilisé par Éric Girard là, comme l'exemple à part les pontons. Ouais. Les pontons puis la mégamine pour l'industrie militaire américaine. Mais ils m'ont dit, Louis, le problème, c'est qu'on sent pas qu'on peut dire non. Puis c'est ça le problème au Québec, au Canada, puis ça a toujours été le problème pour les nations autochtones. Ouais. Et puis là, nous voici tous dans le même bateau. Ouais. Mais je vais toujours me rappeler de 2012, quand on était dans la rue, là, le sentiment que c'est possible de s'unir. Ouais. Ça peut pas partir. C'est une autre prise de conscience, ça. Et donc, on peut pas dire non jusqu'à temps qu'on découvre qu'on pouvait dire non. Et voilà. Mais des fois, tu sais, je sais pas, en 2012, on était beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, d'étudiantes, là, mais quand tu es une poignée, quand tu es quelques centaines d'Inuits à la frontière du Labrador, puis de toute façon, bon. Évidemment. En 2012. Faut-il rappeler que les frais ont été indexés par Mme Pauline Marois? Et plusieurs des... le cynisme de excusez-moi. Et plusieurs des porte-parole étudiants aujourd'hui sont rendus de l'autre bord de la clôture en train de... En tout cas. C'est pas parce que Léo Bureau-Blouin travaille pour McKinsey qu'il travaille plus pour nous. J'ai perdu mon... J'avais une cloche, moi, pour censurer les... Ben, voilà. Mais McKinsey, ils ont fait des belles choses. Ils sont smart. Hey, messieurs, mesdames, merci. C'était passionnant, cet épisode. 4 heures. Dans les luxes, c'est pas si long, mais j'ai appris plein de choses et on a un nouvel ami. Oui. Louis Couillard de Greenpeace. On va se reparler, je pense. Je pense qu'il y a une collaboration ponctuelle, mensuelle peut-être. En tout cas, puis la balado va revenir à la saison 9 parce que là, on est quand même, c'est le 30e épisode. Il en reste peut-être une dizaine. Mais je pense que ce serait intéressant qu'on poursuivre cette collaboration-là parce que, comme Godefroy a dit, vous êtes sur le terrain. Puis là, on apprend comment ça marche aussi, réellement. Puis ça, c'est vraiment précieux. On est nous-mêmes un peu moins niaiseux qu'on était. Tout à fait. Mais à condition que j'ai mon propre code promo. Ah, mais ça ça se négocie? Ça se négocie, oui. Derrière des portes closes? Derrière des portes closes. Mais il faut trouver quelque chose à vendre, par contre. Oui. Bon, attends, je m'y mets. Je vais réfléchir bien fort. Je vais vous caviarder ça, mon code promo, vous allez voir. Code promo caviar. D'ailleurs, le mot vélo est caviardé aussi, ensemble Montréal. Clarence, merci pour être venu nous présenter ce nouveau numéro-là. On va s'en parler aussi. Le prochain va sortir au début du mois de juin. Je peux pas tout vous révéler déjà, mais on est dans les Amériques. Ah, les Amériques. Les Amériques et ce qu'elles ont à nous apprendre. Bon, on va s'en reparler en juin. Donc, puis Godefroy Lorando, c'est naturel. Dur. Avec du montage, là, on peut coller ces deux syllabes-là. Ouais. Merci, Godefroy. Plaisir. Toujours un plaisir. Puis là, ça tombe bien. On mène une bonne vie. Oui, quand les choses s'arriment comme ça, c'est parce qu'on mène une bonne vie. Puis on peut mener une bonne vie sans avoir de ponton. Hey, merci tout le monde. À très bientôt. Bye bye. Alors voilà ce qui conclut ce 30e épisode de la balado. J'étais dissipé aujourd'hui, je dois l'avouer. Dans cet épisode, je sais pas, c'était dans l'air, c'était dans l'ambiance. Beaucoup aimé les gens réunis autour de cette table. Claire Ross de la Revue Liberté, co-rédactrice en chef de la Revue Liberté. Alors, on s'abonne, bien sûr. On profite du code promo Fred Savard, 350. Tchou! Pour s'abonner à la Revue Liberté. Merci à Louis Couillard de Greenpeace. C'était vraiment intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Comment fonctionne une organisation qui veut comprendre ce qui se passe au niveau des politiques, alors que tout ça devrait être transparent. Et d'ailleurs, je vais, cette semaine, sur les réseaux sociaux, juste mettre un exemple de ce qui a été caviardé. Je lis ici là, de Marinvest. Marinvest Energy Presentation, ça n'a pas de bon sens. Je pense qu'on rit de nous. Alors voilà, merci donc à Louis Couillard d'être venu se prêter au jeu. Puis je pense qu'il y a eu bien du plaisir. Et merci à Godefroy Lorando pour son excellent travail, encore une fois. Puis ça tombait vraiment bien que ces deux-là soient en même temps autour de la table pour un même épisode. Alors encore une fois, on est moins stupide. J'espère qu'on sera en mesure de moins se faire passer de sapin.
petite annonce, 2 petites annonces. Les soirées dansante. Bon, il y en a une à Sherbrooke qui s'en vient la semaine prochaine, le 8 mai, encore une fois, à la Petite Boîte Noire. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, venez, mais il n'y a plus de billets. Les 160 billets se sont vendus. Sauf qu'à Montréal, il y en aura une le 23 mai au Osgang Plaza. Donc, c'est la balado qui les produit. C'est la compagnie, en fait, de la balado. Puis, ça finit par être une autre façon de financer les activités. S'il y en a qui ont, pour X raisons, n'ont pas envie de donner le 72 $ par année qu'on suggère, donc 6 $ par mois pour la production des épisodes de la balado, ben, venez donc danser. Ça coûte 22 $. Amenez des gens, puis pour vrai, c'est des soirées incroyables. C'est des soirées extraordinaires, avec une ambiance vraiment unique. Puis je veux pas me vanter, mais je suis un pas pire DJ. Alors, mais je ne suis qu'un messager. Hein. Je suis la vague. Alors, voilà, 23 mai au Osgang Plaza. Et pour les gens de Québec, le 5 juin, je serai à Québec avec Catherine Dorion et un invité spécial. Nous serons au Saint-Jean Comedy Club pour la première fois, j'invite Catherine qui nous a offert un essai sur... puis c'est en lien un peu avec ce qu'on a discuté tantôt avec Claire Ross sur l'antifascisme, mais Catherine Dorion a eu la bonne idée de plonger dans la résistance dans le passé. Comment on fait pour résister? Comment on fait pour continuer à vivre? Comment on fait pour se préparer, mais aussi avoir une disposition d'esprit pour passer au travers. Alors, je pense que ça va être bien le fun. C'est elle qui m'a écrit. Je l'aurais fait, cela dit, mais j'avais pas fini de lire son livre. Puis moi, je suis un peu lent pour les lectures parce que j'ai une grosse table de chevet, je pourrais vous dire, avec beaucoup de livres dessus. Mais c'est sûr que je me disais, mon Dieu, ça fait 8 saisons, j'ai toujours pas invité Catherine Dorion. Alors, et je serai à Québec en plus. Alors voilà. Allez, on va finir en musique avec une chanson qui m'est venue en tête grâce au livre qui est paru il n'y a pas si longtemps sur l'histoire de Musique Plus, une histoire orale de Musique Plus. Je vais vous en parler de ce livre-là parce que j'ai envie d'inviter Denis Talbot, qui est un des protagonistes des débuts de Musique Plus, qui fait du podcast, mais aussi de manière indépendante. Je pense qu'on a plusieurs points communs. Puis ça fait longtemps que j'ai envie de l'inviter. Lui, je pense qu'il est beaucoup encore dans le numérique, la culture du jeu vidéo, son Radio Talbot. En fait, je pense qu'il est beaucoup autour de ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas eu l'occasion de s'inviter, de l'inviter. Mais là, avec ce livre-là, j'ai envie qu'on en discute, entre autres. C'est sûr que Musique Plus, moi, ça m'a marqué, mais j'ai décroché comme beaucoup de gens pas assez rapidement, mais c'est ça. La dernière partie, mettons, là, de Musique Plus, elle m'intéresse moins. Fait que c'est pour ça que je tergiversais avec le livre en même temps de parler des débuts, de ce contexte-là, de la fin des années 80. Puis moi, j'étais abonné à Much Music avant aussi, dès les débuts. Donc, la culture vidéo, je l'ai vécu vraiment. J'avais 14, 15, 16 ans. C'est ça. Je l'ai vécu. Mais... après ça, j'ai quand même décroché de Musique Plus, mais je pense que c'est intéressant qu'on y revienne. Et là-dedans, il y a Claude Rajotte, entre autres, qui parle un peu de comment lui a vécu ça, puis c'était le plus vieux, puis il y avait déjà beaucoup de disques. C'était celui qui amenait beaucoup d'importation d'Europe, tout ça. Bon. Puis des fois, il expliquait qu'il y a certains disques qui ont passé trop vite dessus, puis qu'il l'a regretté parce que c'était des disques marquants. Et un de ses albums, ça m'a surpris, c'est l'album de New Forms de Ronnie Size and Represent, qui est sorti en 1997. Puis il confie dans l'histoire orale de Musique Plus que quand le disque est sorti, il l'a écouté 1 ou 2 fois, puis il l'a jeté. Ça l'a pas marqué, puis après ça, il l'a regretté parce qu'il a réécouté l'album et c'est devenu un des albums marquants de son parcours de mélomane. Et ça a été le cas pour moi aussi quand l'album est sorti. C'était du drum and bass, c'était de l'électro. Moi, j'étais déjà beaucoup dans la musique électronique. Là, j'ai eu ma passe très, très, très électro, mais le drum and bass, c'était comme autre chose, plus technique, moins orienté pour le plancher de danse. Et Ronnie Size, cet album-là a été marquant, et particulièrement les 2 premières chansons, c'est celle-là que je vais vous mettre. Donc, installez-vous comme il faut. Ça dure 11 minutes. Mettez-vous des bons écouteurs ou si vous avez des bons haut-parleurs, profitez-en parce que cet album-là, il sonne vraiment bien. Et c'est donc la première chanson qui est Railing, qui dure 2 minutes, là, qui est un peu... qui décoiffe, là, si vous n'êtes pas habitué. Et après ça, il y a Brown Paper Bag,
qui est vraiment une pièce extraordinaire. Ça n'a aucun lien avec le contenu d'aujourd'hui. Mais c'est juste pour se faire plaisir parce que c'est un grand album et je vous invite à vous y replonger. Donc, New Forms, Ronnie Size and Represent. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai déjà très hâte de vous reparler. Salut! Yes, something of a different pace. Fresh, into 97 make haste. Now, I believe the time is right. How? Stepping from the left to the right, so get ready for the rhythm in check. Direct, believe me, you ain't heard nothing yet. I will volunteer my lyrical skill until the score reaches 15 mil. Go deep, right into the middle of the beat. It stays sweet in every way, 7 days a week on time. Give it to you line by line. The source is the power of the force in the rhyme. It's new. Structure of the sound we're unveiling. Go twice around the world and still keep on sailing. Panic. Some get confused and can't shake. They feel static. Feels like the charge and the break. I can't have it. I need true spirit representatives. A skilled, ever ready, strong team of inventors. And I got that. That's why my beat sounds so pure. This is the format. Something you never heard before. You think that you can hold on when the beat gets too strong and you feel that you need help to move along? Do you think that you can hang tough when the rhythm gets rough and the DJ says I think you've had enough? Do you think that you can digest when I start to digress? Better get yourself a lyric-proof vest. Do you think that you can compete when you hear the fat beat? You need stamina like an athlete, unique. Continue the future technique to full heat. Let the microphone burn when I speak, alright. Now we're getting into this sound. Pick it up, shake it up, turn it upside down.